Colonisation, banlieue, la France est-elle coupable? Franz-Olivier Gisbert met les pieds dans le plat pour ce nouveau numéro de Culture et Dépendance. Sont invités ce soir l'intellectuel musulman Tariq Ramadan, le journaliste Pierre Péan, qui nous révèle sa version du génocide au Rwanda, sans oublier le socialiste qui monte, Manuel Valls, maire d'Evry, très présent pendant les émeutes. Seront également sur plateau de Fogg l'historien attaché à la République Max Gallo, Claude Ribes qui dégaine contre Napoléon, le professeur Alain Deloche, fondateur de la chaîne de l'Espoir, Benjamin Stora, lequel s'attarde sur la plaie encore vive de la guerre d'Algérie, le député UMP Christian Kert, qui ne veut plus que la France culpabilise, à l'inverse de Pascal Blanchard, lequel souhaite décoloniser le regard des Français. Colonisation, banlieue, mémoire, communautarisme, la France est-elle coupable? Chaud devant, c'est Culture et Dépendance, c'est sur France 3, et c'est tout de suite. Bonsoir. Colonisation, guerre d'Algérie, génocide africain, Napoléon, banlieue française, la France est-elle coupable? Doit-elle encore s'auto-flageller? C'est le thème de Culture et Dépendance ce soir. Je voudrais d'abord poser la première question à vous, Christian Kert, qui êtes député UMP des Bouches-du-Rhône, un élu de Salon de Provence. C'est vous qui êtes le rapporteur de la loi qui fait tant parler, la loi de février 2005, sur le rôle positif de la colonisation. Mais cette loi, en fait, quand on la lit, vous l'avez surtout faite pour les harkis et les rapatriés, non? C'est-à-dire interdit d'insulter les harkis, c'est ça? Oui, tout à fait. Quand on parle du rôle positif, le rôle positif, c'est une toute petite ligne sur une loi qui comporte un peu plus de 12 articles. Et c'est venu incidemment dans la discussion. C'est une loi importante, car c'est une loi de reconnaissance de la nation à l'égard des rapatriés métropolitains, des pieds noirs et des harkis. Et elle était attendue depuis très longtemps, cette loi. Mais alors, vous êtes un démocrate chrétien, calme, modéré. Vous attendiez à cette levée de bouclier? Non, pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce que certaines forces politiques soulèvent une polémique qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Car lorsque cet amendement est passé, il faut justifier le passage de cet amendement. Nous avons souhaité seulement, le législateur, qui n'a pas à écrire l'histoire à la place des historiens, les législateurs ont seulement voulu apporter un peu d'équilibre. Nous sommes sollicités depuis des années et des années par des associations de parents d'élèves, de rapatriés, qui nous disent, attention, dans les manuels scolaires, la façon dont on raconte l'histoire de la colonisation, et singulièrement l'aventure française en Algérie, est une façon vue dans un prisme très déformant. Oui, c'est toujours en négatif. Une question comme ça, la colonisation pour vous, elle est globalement positive ou globalement négative? Le bilan. Non, moi je n'ai pas à dire ça. C'est aux historiens comme ceux qui sont autour de cette table à le dire. Il y en a un à côté de vous, oui. Pascal Blanchard, qui a supervisé un ouvrage collectif, La fracture coloniale, aux éditions La Découverte. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de la loi du 23 février 2005 de Christian Kert? Vous pensez que c'est une loi scélérate? La partie sur les harkis ne l'est pas du tout. Elle était attendue, comme monsieur le député vient de le dire, depuis des années. C'est-à-dire il est interdit d'insulter un harki, c'est ça? Mais au-delà de ça, c'est une reconnaissance de la nation aux harkis. Ouais. C'est une loi, la République avait 40 ans de retard sur une loi, il était temps qu'elle le fasse et que le député s'y plonge. Et dans ce débat, ce qui aujourd'hui est choquant, c'est que d'un seul coup, l'idéologique, le politique, intervient dans un débat qui avait déjà du mal à sortir depuis 40 ans. L'histoire coloniale n'est pas intégrée dans la mémoire nationale, n'a pas sa place. Le débat, il n'est pas de savoir si les manuels sont bons ou mauvais depuis quelques années. Les manuels scolaires ont du mal à parler de l'histoire colonisation, et au moment où ça commençait à peine à s'ouvrir,
où on sortait un peu du grand silence, on nous impose une loi, à nous les historiens, qui viennent encore plus bloquer déjà une grande difficulté, d'une certaine manière, de travailler cette mémoire dans la nation. C'est ça le débat de fond. On est sur une posture idéologique. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Prendre une autre posture idéologique, ne parler que des points négatifs pour compenser? Vous voyez dans quelle mécanique on est en train de rentrer? C'est déjà fait. Tous les points négatifs, c'est déjà fait. Mais ce n'est pas vrai. Je pense qu'il en reste même quelques-uns encore à travailler. Donc il y a encore du travail pour les historiens en France. Et la question ne se pose pas en ces termes-là. C'est vous, les hommes politiques, qui êtes en train de, d'une certaine manière, de vouloir regarder cette histoire coloniale à travers uniquement le prisme, le bien ou le mal. Ce n'est pas ça l'histoire coloniale. On n'est pas dans le génocide. On n'est pas dans les crimes contre l'humanité uniquement. On est dans quelque chose qui est complexe. Bon. Alors je voudrais demander maintenant à un historien, un autre historien, Max Gallo, qui publie Les Romains. C'est aux éditions Fayard, Spartacus, la révolte des esclaves. Enfin, vous avez publié tellement de livres. Hein. Ça, c'est le dernier. Non, mais j'ai surtout publié 3 volumes sur l'Empire, sur la Voilà. colonisation. Donc je dis ça pour que je sois centré dans ce sujet. Non, moi, alors, les 3 volumes, ils sont là. Ce qui me frappe, c'est un beau coffret Fayard. Ce qui me frappe, c'est la méconnaissance du travail des historiens, puisque, citation personnelle, moi j'ai soutenu en 1960 un certificat de licence, c'est-à-dire ça s'appelait une unité de valeur, en Sorbonne. Le titulaire de la chaire était Charles-André Julien, ami de Léon Blum, spécialiste de l'histoire de l'Afrique du Nord. Son assistant était Jean Bruat, historien qu'on peut qualifier de stalinien. C'est-à-dire que le travail, effectivement, des historiens, plus il y a toute une école d'historiens. Nous avons Benjamin Stora, par exemple, Pascal Blanchard, que je connais moins, mais toute une école d'historiens français et de géographes. Je pense à Jean Drèche, par exemple, sur l'Afrique du Nord. Je pense à Charles Ageron, par exemple. Je parle à André Nouchy. Je pense à Galissot sur l'Algérie. Il y a donc tout un travail d'historiens français au-dessus de tout soupçon, même si leur regard n'a jamais été apologétique, il a été critique, mais je crois que l'histoire de la colonisation, comme toute histoire, a besoin d'un regard critique. Si bien que je reçois mal cette... Pour ajouter Jacques Berck aussi comme grand Jacques Berck, je citais enfin ceux que j'ai personnellement connus. Oui, mais et Christian Kert, il parle des manuels scolaires. Alors, les manuels scolaires, il parle des manuels. Je ne les ai pas consultés depuis longtemps, il est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que il y a depuis peut-être une dizaine d'années une tendance du législateur à donner son avis de manière absolue sur les événements historiques. En général, ça part de très bonnes intentions. Je pense à la loi Guesso en disant le révisionnisme sur la Shoah, c'est un crime contre l'humanité. Donc, à partir de cette loi, on utilise cette loi, à raison d'ailleurs, pour condamner ceux qui se prononcent sur la Shoah de manière considérée comme non conforme à l'histoire et à cette loi. Il y a la loi Taubira, qui est arrivée aussi, disant que l'esclavage est un crime contre l'humanité, en mai 2001, et qui comporte, et ça c'est intéressant, dans son article 2, le texte suivant: les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place qu'ils méritent. Je suis tout à fait d'accord, mais on voit qu'il y a déjà dans cette loi, à partir de la définition de crime contre l'humanité, étant précisé que dans cette loi, il est bien dit qu'il s'agit de la traite dans l'Atlantique et dans l'océan Indien, ce qui laisse de côté un certain nombre de secteurs de la traite négrière, soit intra-africaine, soit avec les pays arabes qui ont commencé la traite bien longtemps, sans qu'on puisse... Et à propos d'esclavage, je voudrais vous signaler qu'au XVIIe siècle, lisez Cervantes, vous verrez au XVIe siècle, vous verrez qu'il y avait 50 000 esclaves chrétiens à Alger et qui n'étaient pas très bien traités. Bref, autrement dit, le législateur vient donner des directives que l'historien... il n'a qu'à écrire lui-même les manuels scolaires. Que l'historien... Mais il y a une commission. Le législateur n'a pas le droit d'intervenir dans cette commission de rédaction des manuels. Donc cet article, dont je comprends bien quand on en fait l'analyse sur le plan de qui a voté, je ne connais pas le département de M. Kern, mais qui a voté quand je vois qu'un député socialiste, Georges Frêche, a fait chanter le chant des Africains en disant moi c'est les pieds noirs qui me font élire, en conséquence les Gugus de Nantes, allusion à Jean-Marc Ayrault, ne comprennent rien à mon problème. Il y a donc un aspect aussi politicien et tout cela pollue le débat. Mais bien entendu, si cet article 4, cet amendement a eu cet écho, a soulevé cette indignation, a été utilisé par d'autres, a soulevé la colère des historiens ou leur protestation, à juste titre à mon avis pour ce point-là, c'est parce qu'il y a un vrai problème sur la colonisation, sur ce que c'est que le regard qu'une nation doit avoir
sur son passé. Comment ne pas instrumentaliser alors ce justement, passé. avant de lire L'Empire de Max Gallo, hein, chez Fayard, là, ce gros coffret, on va essayer de traiter ce problème et de passer en revue tous les sujets de discorde. Je vous propose de commencer par l'Algérie. Hein. Benjamin Stora, vous avez beaucoup étudié à travers votre œuvre la question algérienne, notamment dans un de vos livres récemment réédité, La gangrène et l'oubli, c'est aux éditions La Découverte en poche. Et est-ce qu'on n'a pas du mal des deux côtés de la Méditerranée à sortir l'histoire officielle? Bien entendu. Parce que c'est vrai qu'en France on raconte beaucoup de bêtises, mais en Algérie de l'autre côté on parle toujours de 1,5 million de martyrs par exemple. 1,5 million de martyrs pendant la guerre d'Algérie, tout le monde sait qu'il y a eu au maximum, enfin les historiens sérieux, 250 000 morts. Moi j'ai écrit ce livre il y a une quinzaine d'années déjà, donc c'est vous dire si l'histoire est difficile à faire passer dans le grand public. Il y a toujours un décalage entre la production historiographique et ensuite sa transmission dans le grand public. Et ça c'est un premier grand et gros problème entre la production savante universitaire et puis les débats publics, les débats citoyens, qui c'est un petit peu normal. Bien sûr qu'il y a des fabrications de discours et de récits nationalistes des deux côtés de la Méditerranée. Du côté français, il faut quand même signaler le fait qu'à partir de 1962, il y avait quand même un récit français politique consensuel autour de la décolonisation qui avait été construit par le général de Gaulle et qui disait que dans le fond, la décolonisation était quelque chose de nécessaire. Le général de Gaulle avait réussi à faire admettre cela dans le grand public français. N'oublions pas que les référendums d'autodétermination ont été approuvés massivement par le peuple français, c'est-à-dire le passage à l'indépendance de l'Algérie. Il y avait eu aussi, entre guillemets, ce pacte de Charonne, c'est-à-dire les morts de Charonne, où une foule énorme de centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées à Charonne pour dire que c'était fini, que la colonisation s'était terminée, c'était derrière nous. Moi, ce que je regrette, c'est que 50 ans plus tard, ce pacte voulu par le général de Gaulle en 1962 et par le peuple français, eh bien ce pacte, j'allais dire vole en éclats. Oui, parce que lorsqu'on dit nous allons revenir en arrière, lorsqu'on dit nous allons reconstruire un récit autour de la question coloniale, quelque part, eh bien ceux qui se réclament de l'héritage du général de Gaulle, eh bien bafouent cet héritage quelque part. C'est-à-dire qu'ils remettent en question cet héritage. Et c'est ça qui est très dangereux. On ne peut pas revenir, à mon sens, sur la question de la décolonisation. C'est fini. Je veux dire que c'était un fait acquis, c'est un fait à la limite nécessaire. Revenir aujourd'hui sur les bienfaits de la colonisation, sur le fait que les peuples colonisés vous mettez en cause donc la loi du 23 février 2005, c'est ça? Oui, je pense que ça rouvre ce débat. Je pense que c'est un débat qui est rouvert malheureusement. Mais c'est pas ça qu'il y a toujours des débats? Eh bien oui, il faut toujours des débats, mais encore une fois, sur le plan politique, le pacte républicain était quand même celui de l'acceptation du principe de la décolonisation. Et c'est ce pacte-là qu'on veut remettre en question aujourd'hui dans la classe politique française, et qui est grave, qui est très grave. Ça, c'est un point que je voulais quand même souligner. Hein. Maintenant, il y a bien sûr les récits nationalistes de l'autre côté de la Méditerranée, puisque pour répondre à votre question, bien sûr que de l'autre côté de la Méditerranée, il y a des récits qui visent à se légitimer, à légitimer le pouvoir d'État, avec effectivement des fabrications de mythologie, d'héroïsme, et qui entretiennent en fait le type de régime politique, surenchères sur le nombre de morts, surenchères nationalistes qui permettent au régime en place, pas simplement en Algérie, mais dans le reste de l'Afrique aussi, et qui permettent au régime de se maintenir en place, bien évidemment, ça c'est évident. Donc il y a une surenchère, il faut examiner la nature des récits nationalistes, mais des deux côtés de la Méditerranée. Alors, Elisabeth Lévy. Oui, je voudrais simplement revenir un instant sur cette question de l'oubli. Pascal Blanchard parle d'oubli institutionnalisé. Il me semble quand même qu'il y a un élément qui devrait être pris en compte. Il y a deux grands hebdomadaires français qui se sont fondés pour lutter pour la décolonisation algérienne, pour l'indépendance de l'Algérie. La gauche française s'est en large partie refondée sur cette question. Donc c'est quand même une question qui est centrale dans notre vie politique. On ne peut pas dire qu'elle a été mise de côté. Qu'est-ce que vous faites de ça? Pourquoi vous nous dites tout le temps la France ne regarde pas ça? C'est au cœur de notre vie politique depuis 40 ans. C'est pas tout à fait vrai, parce que moi, je sais pas, vous faites référence peut-être à mon livre La gangrène et l'oubli. Je pense qu'il y a eu un oubli à la limite nécessaire dans la société française. Parce qu'on ne peut pas vivre en état de ressassement perpétuel, de rumination sur ce qu'a été cette défaite de l'Algérie française. Donc il y a eu un oubli nécessaire, puis un oubli pervers. C'est-à-dire un oubli qui vise à ne pas accepter les exactions commises pendant cette période. Il y a deux types d'oubli. Il y a un oubli pour vivre. Vous ne répondez pas sur la place de l'Algérie dans notre vie politique. L'Algérie, il a bien fallu l'oublier pour avancer, pour construire une nouvelle culture politique. Il y a eu 68 qui est venu recouvrir l'Algérie. Donc il y a un oubli nécessaire. Il y a une nouvelle génération qui est rentrée en politique sans l'Algérie en 68. Mais vous dites tout à l'heure, on ne peut pas vivre dans le ressassement, mais aujourd'hui on ne vit que dans le ressassement.
Pardon? On ressasse. Oui, en ce moment, Sarès, je pense qu'on est rentré dans une période de ressassement parce que là, c'est un problème de panne de projets politiques pour l'avenir. Donc on se réfugie dans un passé encombrant et on reste prisonnier de l'histoire. Et c'est très très dangereux de rester prisonnier des mythologies de l'histoire. Mais pourquoi est-ce que cette guerre des mémoires s'est à ce point envenimée rapidement? L'année dernière, vous-même, vous étiez agressé paraît-il, dans un salon du livre par des nostalgiques de l'Algérie française. Vous êtes actuellement sous le coup d'une menace de procès par le porte-parole des harkis de Roubaix. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait effectivement des années que vous travaillez sur ces sujets. Ouais, ça fait 30 ans. Dans un calme... Dans un calme relatif. Effectivement, là-dessus, il a raison. C'est vrai que c'est un calme relatif. L'année 2005 a quand même été cruciale à cet égard. Non, c'est vrai qu'il y a un tournant dans l'année 2005, d'où cette émission d'ailleurs de ce soir, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'éruption de mémoire. Et on est dans la guerre des mémoires. Je crois qu'il faut arrêter de dire on va éviter la guerre des mémoires, etc. On est dedans. Il y a une compétition victimaire maximale de chacun des groupes. Les historiens ont du mal à faire entendre leurs paroles, c'est-à-dire la complexité. Max Gallo citait tout à l'heure l'école historique française de Charles-Robert Ageran, Charles-Henri Julien, Jacques Berck. Cette école historique française ne peut pas se faire entendre. On est rentré dans cette guerre des mémoires avec la question de l'Algérie au cœur, bien entendu. Que ce soit les rapatriés d'Algérie, les harkis, les immigrés et les Algériens, les exilés algériens, bien entendu, qui portent cette mémoire. N'oublions pas l'autre côté de la Méditerranée, quand même, qui est très important. Alors, il faut essayer maintenant de sortir, mais par la politique, de cette guerre des mémoires. On n'en sortira pas par le travail des historiens, parce que les historiens n'ont jamais cessé de travailler. C'est par la politique qu'on en sortira, et on n'en sortira pas par la politique en revenant en arrière et en remettant en question le pacte républicain sur la décolonisation. Ça, ce serait une très grave erreur. La question que posait Benjamin Stora, elle est capitale parce que Elisabeth Lévy a raison. C'est vrai que les partis politiques français, à partir de 1954-55, se sont fissurés sur la question algérienne. On a vu naître le PSU, on a vu naître des hebdomadaires, lieutenant en Algérie de Jean-Jacques Scherban-Schreiber, etc. Donc c'était une question qui était tout à fait centrale et je suis d'accord que les référendums et puis les sacrifices des morts de Charonne, les grandes manifestations ont étendu, je dirais, une sorte de consensus sur la décolonisation. Je ne suis pas aussi sûr que lui que cet amendement soit un retour sur cette question de l'acceptation de la décolonisation. On peut en débattre. Mais ce qui est intéressant, je prends l'exemple de mon livre qui est sorti il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, le débat de la colonisation sur les colonies, ce livre est sorti, je pensais qu'il allait susciter des débats. Rien, presque rien. Et puis aujourd'hui, la colonisation est vraiment à la une des hebdomadaires. Et ça, c'est très étonnant. C'est parce que je crois que ce qui a progressé, employons un mot qui va faire horreur, je crois que ce qui a progressé, c'est le communautarisme. C'est-à-dire que chaque parcelle d'identité nationale, revendique, tu parlais de guerre de mémoire, revendique son identité et la cherche. Et ce qui est grave, c'est qu'elle la cherche dans une manipulation du passé. Et c'est là où le travail des historiens est tout à fait nécessaire. On ne peut se projeter dans l'avenir de manière, j'allais dire, républicaine et pacifique qu'à la condition que l'histoire serve à décrypter la complexité des événements. Tout intellectuel, tout historien qui cache une partie de la réalité, qui la déforme, qui l'exacerbe précisément dans l'intention de servir une manipulation politique, il ne se rend pas compte que le consensus simplement démocratique dans une nation, il est extrêmement facile. Il peut être déchiré en quelques secondes. Nous pouvons être dans les 10 à 15 ans, je le dis avec gravité parce que je le pense, nous pouvons être dans les 10 à 15 ans dans une situation balkanique en France. Parce que les tensions exacerbées par cette appropriation factice, cette appropriation habile mais en même temps tout à fait scandaleuse du passé, son utilisation, elle tend à exacerber les communautés et la balkanisation n'est pas du tout un profil d'avenir qui est exclu de notre horizon national. Qui visez-vous, clairement ? Je ne vise personne. Non, mais je ne vise personne. Des noms? Non, je ne vise personne. Bon. Ceux qui se reconnaissent dans ma description n'ont qu'à lever le doigt. Bon. Tariq Ramadan. Je n'ai pas levé le doigt. Non. Vous êtes professeur à Oxford. Vous êtes conseiller du gouvernement britannique sur les questions de radicalisme musulman et de terrorisme. Vous êtes l'auteur de beaucoup de livres, dont Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, par exemple, chez Actes Sud. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Max Gallo? Est-ce que vous pensez que nous sommes guettés par une
balkanisation de la France. Non, et que le communautarisme a accaparé maintenant l'histoire. Il y a une chose qui est sûre, et je crois que le danger qui est mis en évidence entre ce qu'a dit Benjamin Stora sur la compétition des mémoires, entre ce que vous avez dit sur la possible communautarisation et la réappropriation du passé, c'est un danger qui guette la France. La question est de savoir quelle est la manipulation du passé. Mais oui, la manipulation ne peut pas être, n'est pas d'un seul côté. La vraie question, elle est celle-ci, elle est la projection idéologique sur un savoir ou sur l'histoire, par exemple. D'où vient cette projection idéologique? Et c'est ça la vraie question. Aujourd'hui, est-ce que la France, ou est-ce que le discours que nous avons, le discours officiel, le discours de certains historiens comme vous sur la France, ne fait pas l'impasse entre l'idéal de certains principes et la réalité de ce qu'on est en train de voir sur le terrain? Le vrai problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas une approche des histoires. Et parce que nous n'avons pas une approche, et parce que nous ne parlons pas, alors effectivement, on a des hebdomadaires qui se sont créés sur la mémoire ou contre la décolonisation, mais reconnaître que la décolonisation reconnaître que la décolonisation est un fait positif, ça ne veut pas dire qu'on ait intégré en France un vrai discours sur les mémoires des gens qui constituent ce pays et qui sont niés et dans les programmes scolaires et dans les enseignements. Et parce qu'on nie une approche plurielle des histoires, on produit une compétition des mémoires. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc il ne faut pas simplement regarder ceux qui se réapproprient le passé parce que la République et ses principes ne les reconnaît pas comme citoyens à part entière. Elle continue à parler de citoyens d'origine immigrée, de citoyens qui viennent de là-bas, pas tout à fait français. Et parce que ce discours tient, parce qu'il y a un aveuglement aujourd'hui dans l'élite de ce pays, aujourd'hui il y a une compétition des mémoires. Il faut peut-être aussi voir la cause sur une projection aveugle d'une certaine République idéalisée. Pour répondre à votre argumentation, je vais vous prendre deux exemples. Il s'est créé en France il y a quelque temps, peut-être 2 mois je crois, une association qui s'appelle les Indigènes de la République. Les Indigènes de la République qui disent, au fond, ce que vous sous-entendez, à savoir que dans ce pays... Je ne sous-entends pas, je le dis clairement. Non, vous dites clairement, alors, oui. À savoir que aujourd'hui, ce sont les fractures coloniales, les non-dits sur la colonisation, qui au fond, enfin, mais c'est... Ils disent plus que ça. Je vais vous prendre, attendez, laissez-moi terminer, qui sont les vrais clivages. Que par exemple, dans les banlieues, pour employer cette expression, dans les cités populaires, employons aussi cette façon de parler, dans les cités populaires, la division, elle est faite sur des questions coloniales. Et je vais vous citer de mémoire 2 phrases extraites du manifeste de fondateurs de l'association Les Indigènes de la République. La première, c'est, et vous verrez toute l'ambiguïté de la chose, Dien Bien Phu n'est pas une défaite, mais c'est une victoire de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors, je suis d'accord que Dien Bien Phu est une victoire d'un peuple qui a été colonisé, qui a été opprimé, le bagne de poule au Condor, voir le livre d'André Violis sur l'Indochine enchaînée, nous savons, tout ça a été dit, a été écrit, y compris par Malraux, quand il avait un journal sur place anticolonial. Mais, dire que cette défaite, qui est en effet une victoire de l'émancipation, est en même temps la victoire de l'égalité, de la fraternité et de la liberté, laissez-moi rire. Nous savons ce qu'était le Vietnam, ce qu'était le Vietnam en guerre, à savoir que là, cette phrase, elle masque la complexité de la réalité, à la fois victoire et en même temps défaite de la liberté par d'autres côtés. Et ça, c'est une manipulation. Deuxième phrase à laquelle vous serez peut-être plus sensible. La loi dans le manifeste des indigènes de la République, la loi sur le voile est une loi d'exception qui renvoie au statut qui a des relents de statut colonial. Vous voyez bien comment on fait glisser... C'est une loi d'exception. Non, c'est pas une loi d'exception. Non, mais vous voyez bien que là, nous quittons... Dans cette phrase, en tout cas, nous avons toute la manipulation du passé, l'utilisation de la frustration et de la révolte, en effet, des mémoires contre un passé qui, en effet, a été parfois occulté, son utilisation dans le débat actuel, la loi sur le voile, c'est une loi d'exception qui renvoie au statut colonial. Ça, c'est un débat politique, ça n'a plus rien à voir à un débat historique. Non, mais c'est un débat politique. Et le fait de ce qu'on vient d'entendre, de ce qu'a dit Pascal Blanchard en disant c'est une protection idéologique. Moi, je ne crois pas que c'est un hasard que cette loi arrive maintenant. Justement parce que ça suit exactement ce que vous êtes en train de dire, un aveuglement. Vous prenez 2 exemples,
leur disant regardez comme c'est excessif. Je prends des exemples et moi je suis d'accord. Précis. Mais attendez, Précis. ils sont précis, mais ce que j'aimerais dire, le constat de la dispute ou de la compétition des mémoires, je ne le nie pas. Mais ce qui m'intéresse, moi, pour trouver des solutions, et non pas simplement de renvoyer la balle, comme vous le faites, en disant regardez comme vous êtes excessif, Non, et on pourra pas du vous tout. renvoyer la balle en vous disant que vous êtes excessif. Pas du c'est de tout, dire, je prenais l'exemple. Laissez-moi finir. Non, une seconde. Non, j'ai pas pour terminé. que ma pensée soit claire, je prenais l'exemple de l'utilisation d'un événement historique qui est sensible, des fêtes de Dien Bien Phu, et vos interlocuteurs et le renvoi de ce débat, qui est un débat politique, le renvoi à l'histoire et l'utilisation de l'histoire comme manière de manipuler le débat politique. Vos interlocuteurs prendront l'exemple de cette loi pour dire regardez comment la France est aveugle et c'est excessif. Comment on sort de la solution, comment on trouve une solution, et c'est cela que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même que vous acceptiez, que vous regardiez en face le fait que ce qui est dit aujourd'hui en France sur la réalité du processus de la République qui s'est construite, les mécanismes sur lesquels s'est construite cette République, aussi en tant qu'empire, aussi dans la façon dont on a traité les gens, dans les colonies, les indigènes. Mais tout ça n'a rien à voir avec la loi sur le voile. Non, mais je ne parlais pas de ça, je parlais pas de ça. Je suis en train de parler exactement de notre sujet, à savoir que si on veut aujourd'hui faire cesser la guerre ou la compétition des mémoires, il va falloir qu'en France, on revisite l'idée que l'on a de sa propre histoire et de façon critique. C'est cela que je suis en train de dire. Sur un petit point précis, vous voyez... Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Non. Ça demanderait un grand débat. Loi sur le voile... Mais pourquoi vous me parlez de ça? Non, je vous parle de ça parce que c'est l'utilisation d'un événement... Je ne suis pas en train de parler de ça, vous faites une obsession là-dessus. Moi, je vous en parle. Mais pourquoi puisque vous m'en parlez? ça renvoie à l'État colonial. C'est une loi qui évoque l'État colonial. Or, comme vous le savez, j'imagine, la colonisation... Non, c'est pas la loi sur le voile, colonisation les lois française... d'exception qui renvoient aux colonies. La colonisation française, par exemple en Afrique noire, a favorisé la diffusion de l'islam. Elle a favorisé la diffusion de l'islam. Pourquoi vous parlez de ça? Mais je parle de ça parce que c'est dans le texte des manifestes. Mais c'est pas de ce dont on parlait. Mais oui, mais moi je vous en parle précisément, puisque vous êtes là au titre de la représentation, j'imagine, de la communauté musulmane. Absolument pas. J'imagine. J'imagine parce que je ne vois pas bien de sortir dans le débat exactement. Mais non, parce que l'aveuglement de votre représentation. Je ne suis pas représentant des communautés musulmanes. Et moi, je ne représente pas Dieudonné, alors je vous arrête tout de suite. Je ne vous ai pas interpellé. Manuel Valls, vous êtes député maire socialiste d'Évry, dans l'Essonne, et vous publiez La laïcité en face, c'est aux éditions des Clés de Brouwer. Et alors, quand vous avez entendu ce débat, bien entendu, je suis sûr que vous êtes du côté de Max Gallo, quand on a lu La laïcité en face. Vous êtes du côté de Max Gallo parce que vous êtes un républicain, vous voulez remettre la République sur pied, vous pensez que tout fout le camp. Et vous pensez qu'on est en voie de balkanisation. J'ai lu votre livre entre les lignes quand même. Non, il faut le lire, c'est un livre d'entretien. Je résume entre les lignes. Avec Virginie Malabar qui part de la réalité. Oui. Et la République et la laïcité, évidemment, j'y crois, mais à condition qu'elle se modernise et qu'elle s'adapte à la réalité. Et si nous sommes toujours dans un débat sur le passé, nous aurons beaucoup de mal à affronter les problématiques de ce pays. Et puis, vous savez, la France, elle s'est beaucoup construite sur l'histoire officielle, ou sur l'allégorie historique. La République française, tout au long du XIXe siècle, la Troisième République surtout, se construit sur une certaine idée de la Révolution française. Il a fallu attendre l'école de Furet pour porter un autre regard. Il a fallu des historiens essentiellement américains pour porter un autre regard sur la période de Vichy. Il a fallu le travail de toute une école d'historiens, du travail par exemple de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, mais aussi sur l'immigration, pour aussi porter un autre regard. Et donc, il faut faire très attention, effectivement, quand les politiques, en plus, se divisent, ça a été le cas à l'Assemblée nationale, sur cette question, encore il y a quelques jours, à propos de la proposition de loi des socialistes visant à abroger cet article 4. Oui, mais enfin, les socialistes, ils ont voté l'article 1 de cette loi du 23 février 2005. Les socialistes ont été très absents du débat. Ah, mais ils ont voté pour. Oui, les socialistes, ils n'ont pas voté l'amendement qui a été présenté. Ils ont représenté une proposition de loi visant à abroger cet article. Mais encore une fois, quand on porte un regard politique et à travers un amendement parlementaire dont on sait bien qu'il a forcément aussi des consonances électorales, politiques, liées à un électorat, notamment dans le sud de la France, on fait fausse route. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est, là je suis d'accord évidemment avec Max Gallo, c'est qu'on utilise de part et d'autre ces visions historiques pour un affrontement dans une France qui aujourd'hui ne va pas bien.
Et c'est le reflet d'une crise d'identité, d'une crise de sens, d'une crise de repères. Si ce pays est en train, en permanence, de parler de son histoire et de son identité, c'est bien qu'il ne sait pas très bien où il va. Alors, il y a deux solutions. Ou on refonde la République, et où on adapte la laïcité aux réalités de notre pays, ou alors, effectivement, c'est la balkanisation, c'est les communautarismes. C'est ceux qui sont les adversaires, comme Tariq Ramadan, de la République et du modèle qu'il veut. Oui, vous êtes un je le crois profondément. Je ne l'accuserai jamais, par exemple, d'être le représentant d'une communauté. Ça n'est absolument pas le problème. C'est une accusation d'être. Mais je crois que Tariq Ramadan, à travers ses livres, il le démontre très bien. Oui, vous n'êtes pas gentil avec lui d'ailleurs dans votre livre. Je vous lis, Monsieur Ramadan, toujours. Quel livre? Où est-ce que j'ai dit un propos contre la République? Je suis même opposé à vous, je suis pour l'application absolue et stricte de la loi de 1905. Je pense que précisément dans la dénonciation de l'Occident, du modèle occidental d'une manière générale. Mais je suis un occidental, je suis en train de proclamer partout. Dans votre représentation que vous faites de l'Occident, dans la manière, y compris par exemple dont vous critiquez la loi sur les signes religieux à l'école, oui, vous ne partagez pas effectivement la même vision de la République. 99% des Européens hors de France qui est la mienne, cette loi, qui est la mienne, et précisément parce que ma vision de la République, c'est de lutter contre ce morcellement. Et c'est d'offrir une réponse politique républicaine et non pas une réponse politico-religieuse, notamment à ceux qui souffrent dans nos quartiers. Écoutez, et c'est là où le débat est le plus important. Est-ce que je peux répondre? Mais évidemment. Quelqu'un qui respecte la loi, quelqu'un qui est un républicain. J'étais contre cette loi et je pense que c'est une très mauvaise loi. Ce que j'ai dit à partir de là, c'est le respect de la loi et la continuation des débats démocratiques. Si ça n'est pas républicain, je ne sais pas ce que veut dire la République, cher monsieur. Premier élément. Deuxième élément. Parce que vous confondez la démocratie et la République. Et moi, je ne la confonds pas. Je pense qu'on peut être démocrate, respect, mais je crois que la République, c'est une réponse au problème que nous connaissons. Mais le respect de la République, c'est le respect de la loi et la continuation du débat démocratique. C'est ce à quoi j'appelle. À partir de là, je ne vois pas où est la contradiction. Deuxième élément, cher monsieur. Elle est bien là. Mais il n'y en a pas de contradiction. Si, Deuxième élément. Ce que vous n'affirmez pas. N'affirmez pas. Je n'affirme pas quoi. Je n'affirme pas quoi. La réponse républicaine n'est pas la même qu'une réponse... La réponse républicaine, c'est de respecter la loi de la République, non, oui ou non? Pas seulement. C'est une certaine conception du vivre ensemble. Ça n'est pas une république et des quartiers morcelés. Mais monsieur, et vous, à travers, une non partie, pas vos livres, monsieur Ramadan, mais vos cassettes, vos interventions dans les mosquées, vous apportez une autre réponse. C'est une réponse, politico-religieuse. Alors que la réponse, c'est une réponse pour sortir le pays de la crise d'identité, c'est une réponse politique d'ensemble. C'est la manière dont on vit ensemble dans ce pays. Et c'est pas ce que vous proposez. C'est une réponse politique. Alors, vous continuez et vous maintenez des propos extrêmement généraux sur ce que je dis, mais je vous demande des choses précises. Où et dans quel texte j'ai eu un rapport critique à l'Occident? J'aimerais vous entendre citer quelque chose et non pas de vagues propos généraux sur oui, il a un double discours. Ça suffit avec ça. C'est toujours la même rhétorique, monsieur Ramadan. Mais vous n'apportez jamais de réponse, monsieur Valls. Jamais. Vous n'apportez pas de réponse à la différence. J'aimerais juste avancer. J'aimerais juste avancer. Français qui est confronté à ces problèmes-là, contrairement à vous. Moi, je ne suis pas confronté. Je connais la France et je connais certes, oui, même votre, non, pas général. Je viens, oui, vous avez tenu des propos très intéressants. On va les citer tout à l'heure. Mais citez-les très précisément, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais venir à quelque chose d'extrêmement précis. On peut les citer tout de suite, là, les propos, puisque vous êtes venu avec des fiches. Non, pas du tout, mais ça renvoie d'ailleurs à un certain débat sur l'histoire. Citez les propos, s'il vous plaît. Comment nos enfants peuvent-ils s'émouvoir de la Shoah pendant les cours d'histoire, alors que les crimes du colonialisme n'ont pas été reconnus? Ce débat, cette manière de présenter les choses, monsieur Ramadan, vise au fond à dire que tous les crimes, que tous les génocides, que toutes ces problématiques sont identiques. Et ça n'est pas très étonnant. Il y a peu de temps, en Angleterre par exemple, une commission de sages, avec essentiellement des musulmans anglais, très proches des frères musulmans, donc très proches de M. Ramadan, ont expliqué qu'il ne fallait pas commémorer la Shoah, mais qu'il fallait une seule journée pour commémorer. Alors, je suis content que vous disiez cela. Je suis content que vous disiez cela parce que c'est un mensonge. Vous me demandiez. Cher monsieur, c'est un mensonge. Je vais venir avec les faits précis. C'est un mensonge. Alors, réponse de Tariq Ramadan. Monsieur Sakrani, qui a tenu ses propos hors de la commission, a été désavoué par la commission et cela a été dit le lendemain par la commission. J'y participe à cette commission, d'accord, cher monsieur? Donc, je m'y suis moi-même opposé et la commission et le gouvernement, le rapport qui est sorti ne fait jamais mention de cela. Ce que vous rapportez a été rapporté par le Sun le lendemain et si pour vous, si pour vous le Sun est la référence, eh bien, libre à vous, cher monsieur. Je vous ai cité, monsieur Ramadan, deuxième élément, et nous sommes exactement au cœur de la problématique. Je suis pour une approche plurielle des histoires. Et si aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement, si aujourd'hui, dans les manuels, la seule chose que vous dites
dans les écoles de seconde classe que vous avez dans les banlieues. C'est l'obsession de la mémoire en Europe de la question de la Shoah. Il est évident, et laissez-moi terminer, il est évident que la réaction va être, parce que l'on rejette la nôtre, on rejettera la vôtre. Et je crois qu'aujourd'hui... Mais monsieur, c'est une histoire universelle, ce n'est pas une histoire européenne, la Shoah. C'est une histoire universelle, c'est un crime contre l'humanité. C'est comme l'esclavage. Vous ne pouvez pas lier la Shoah uniquement à la question occidentale. Et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne renvoie pas à la question occidentale. À travers votre critique et de l'Occident et de la République, vous voulez un autre projet pour ces pays. Vous parlez à qui vous ne connaissez pas votre pays. Je parle de ces jeunes qui vont à l'école. Vous le connaissez mieux que moi? J'ai l'impression que là, pour le coup, vous ne connaissez pas votre population. Vous savez, est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Vous avez des éléments pour le prouver? Oui, je vais vous le dire là maintenant, d'accord? Comment allez-vous le prouver? Comment allez-vous le faire pour expliquer que je ne connais pas? C'est ça votre moyen de débattre, c'est de me couper systématiquement. Alors, est-ce que je peux terminer? Alors maintenant, on écoute Tarek Ramadan. Voilà, je vous remercie beaucoup. Ce que je suis en train de dire, et ces propos disent ceci exactement. Une approche plurielle des histoires, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'ai dit et répété qu'il n'y a absolument et à aucun moment le fait d'accepter de réduire ou d'enlever l'enseignement de la Shoah ou l'enseignement de l'extermination des Juifs en Europe dans les programmes scolaires, mais que nous sommes dans l'obligation aussi, de façon inclusive, de mettre dans ces programmes d'enseignement ce qui s'est passé et la mémoire aussi positive de deux choses. Un, la colonisation qui fut un drame. Et la deuxième des choses, c'est la mémoire de l'exil. Voilà ce que je dis dans cette conférence, et vous ne prenez qu'une seule phrase. Et tant que nous n'aurons pas, dans les écoles de France, une approche plurielle des histoires, vous aurez la compétition des mémoires. Vous connaissez mal alors. Laissez-moi terminer. Pardon, vous connaissez mal les écoles. Prenons un exemple dans ma ville, au collège des Pyramides. Il y a un travail qui se fait précisément, par exemple, sur l'esclavage. Il y a un jumelage entre ce collège et la ville d'Evry et Dakar, avec des voyages. Qu'est-ce qui est dit, monsieur, dans vos écoles sur l'exil économique? Cela permet. Qu'est-ce qui est dit, monsieur, dans vos écoles? Tous les enfants, quelles que soient leurs origines, parce qu'ils sont tous évidemment français, et pour la plupart nés en France, d'aller par exemple à Dakar et de visiter Gorée et de comprendre ce qui n'est pas uniquement une identité personnelle, ce qui n'est pas uniquement une identité personnelle, ce qui est un drame pour l'humanité. Je suis tout à fait d'accord. Et moi je suis pour une approche universelle. Qu'est-ce qui est dit dans vos écoles, monsieur? Qu'est-ce qui est dit dans vos écoles sur l'exil économique des parents, sur le fait qu'ils ont construit ce pays après la Deuxième Guerre mondiale? Beaucoup de choses sont dites. Parce qu'on a pas suffisamment. Par exemple, monsieur Ramadan, vous venez de dire, ils ont construit ce pays après la guerre, les grands-parents. Ils ont participé à la construction, c'est une évidence. Non, c'est pas la même chose de dire, parce que je l'entends, ils ont construit, parce que mon père n'a pas construit ce pays, n'a pas reconstruit ce pays. Je veux dire par là que... C'est vous qui entrez dans la compétition. Mais je ne suis pas dans la compétition. Oui, quand je dis ils ont construit, ça veut dire que c'est pas un exclusif. Quand on affirme de façon absolue, avec autorité, ils ont construit ce pays. Mais ce pays, en 1945, a été construit par des dizaines de nationalités différentes. Des Italiens. Moi, je suis un fils d'Italien. Donc, je parle aussi d'une immigration. Je connais la schizophrénie et la frustration de ceux qui, rentrant chez eux, entendaient un dialecte d'une autre langue et qui, dehors, en arrivaient, parce que c'est ça la schizophrénie de l'immigré, en arrivaient à crier « à bas les Italiens, à bas les macaronis », alors que chez eux, on continuait à parler une langue différente. Mais dire, ce serait complètement stupide de dire de ma part, par exemple, les Italiens, à la fin du 19e siècle, alors qu'on les tue en 1893, chasse à l'italien, par exemple, des dizaines d'ouvriers italiens lynchés par des ouvriers français dans les salines de Provence. En 1894, chasse à l'italien après l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, par un Italien. Je veux dire par là que ce serait complètement fou de ma part de dire, comme pourrait le dire, mais moi aussi j'ai une mémoire, c'est ma sensibilité, mais la différence avec ce que je comprends de ce que vous dites, la différence c'est que moi je pense qu'il y a une convergence de chaque citoyen pour bâtir une loi républicaine, une nation républicaine. Et que je garde en moi le fait que, effectivement, j'ai eu un grand-père et un père qui ont été humiliés. Je vois pas où est la contradiction. Mais si, c'est une contradiction extrêmement forte.
Alors, Alain Deloche, il publie Comme un éléphant blanc, c'est aux éditions Michel Lafon, et un livre c'est une autobiographie, vous racontez votre histoire, une histoire qui force le respect, puisque vous êtes une des grandes figures de l'humanitaire en France, hein, vous êtes le patron de ce qu'on appelle la chaîne de l'espoir, vous figurez, dès qu'il y a un problème dans le monde, vous accourez tout de suite. Je viens là, d'ailleurs. C'est ça, voilà, vous êtes là ici, bon, pour nous donner des conseils. Et bon, vous êtes chirurgien cardiaque à Georges Pompidou. Et je vais vous demander, vous qui allez partout, notamment beaucoup en Afrique, vous avez le sentiment que la colonisation n'a laissé partout que de mauvais souvenirs? On a 1 heure de débat. Non, je crois que il y a un vrai travail d'historien à faire sur les apports au cours de cette période coloniale qui fait un siècle, grosso modo. Alors le médecin a un discours tout à fait différent. Oui, parce qu'il y avait des Deloches pendant la colonisation, je suis sûr. Oui, des Deloches en Asie, des Deloches en Afrique. Voilà. Il y a des missionnaires... Non, moi, simplement, je suis... Il y avait le docteur Schweitzer. Mon oncle, il était là. Bon, alors, non mais moi, je n'ai rien à voir avec l'Algérie, je n'ai rien à voir avec l'Afrique, je n'ai rien à voir avec l'Asie, et puis, nous, au cours des années 80-90, nous avons voyagé. Et on a retrouvé les fantômes de ces médecins quand même, la grande école pastorielle, je sais que ça n'a rien à voir dans le débat, mais quand même, Yersin, ça existait. C'est dans le débat, chaque matin, c'est la colonisation. Oui, ils étaient là. Alors évidemment, le corps de santé militaire, quand même, rendons hommage à Jameau. Hein, Jameau, qui allait en brousse lutter contre la maladie du sommeil. Donc je dirais même quelque part que ce sont les précurseurs, parmi eux. Je ne suis pas un innocent, je sais ce qui s'est passé, j'essaye d'être objectif. Et de dire que, voilà, il y a un vrai travail, et je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, d'historien. Je ne suis pas historien, mais j'aimerais vous aider. Je crois qu'il y a des thèses. L'hôpital Calmette à Phnom Penh. Donc, je crois quand même que là, c'est vrai que ce qui me fait le plus de la peine, c'est que la mémoire s'efface sur ces grands de la médecine, et je parle de la médecine universelle, qui rejoignent la médecine arabe, qui rejoignent la médecine chinoise, qui rejoignent quand même celui qui a, Yersin, qui a découvert le bacille de la peste, c'est au niveau de l'humanité. Donc voilà, et ces hôpitaux que je découvre quand même, c'était des bâtisseurs, ces types-là quand même. Moi, ce que je voudrais dire sur le livre d'Alain Deloche, qui est un très très beau livre, un très grand livre humain, enfin c'est une aventure extraordinaire qu'on voit à travers tout cet ouvrage, c'est un livre passionnant. C'est deux choses, je voudrais dire 2 choses. D'abord que il y a Lavran aussi, hein, parmi les grands savants qui ont fait des découvertes. Il y a effectivement un extraordinaire prestige français de la médecine à l'échelle du monde entier. Et les populations du Sud aujourd'hui regardent la France en grande partie grâce à l'action d'hommes comme Alain Deloche, parce qu'il y a un extraordinaire prestige français. Ça, c'est une chose très très importante. On regarde vers la France parce que précisément il y a cette trace mémorielle qui se perpétue à travers l'action qu'on voit très très bien décrite dans cet ouvrage. Et puis aussi, je voudrais dire une chose tout à fait personnelle, c'est qu'Alain Deloche m'a sauvé la vie puisqu'il m'a quand même opéré 4 fois du cœur. Et je tenais à le dire ici quand même ce soir, c'est un extraordinaire chirurgien. Oui, c'est pour ça qu'on l'a invité, parce qu'on pense à nous pour le prochain coup. Oui. Absolument, parce que c'est pas simplement quelqu'un qui a fondé une organisation internationale humanitaire, c'est aussi un immense chirurgien cardiaque. Max Gallo. Moi, je veux vous citer une phrase que je cite souvent parce que je la trouve admirable. Elle est de Camus en 1958 et qui dit ceci: il est bon qu'une nation soit assez forte de tradition et d'honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs. Je crois que ne pas dénoncer ses propres erreurs ou ses propres crimes est évidemment un crime contre la nation elle-même. Et donc là-dessus, il n'y a pas d'hésitation. Mais elle ne doit pas oublier, je me tourne vers le docteur Deloche, mais elle ne doit pas oublier les raisons qu'elle peut avoir encore de s'estimer elle-même. C'est-à-dire, précisément, qu'elle ne soit pas constamment dans le déni de sa propre histoire, qu'elle passe son temps à envoyer de la fiente sur son visage en disant « je suis coupable, repentance, pénitence ». S'estimer elle-même, il est dangereux, en tout cas, de lui demander de s'avouer seule coupable et de l'avouer à une pénitence perpétuelle. C'est en fonction de l'avenir qu'il faut poser les problèmes sans remarcher interminablement les fautes du passé. Voilà un programme politique et un programme historique en même temps. Moderne. 1958, oui. Camus. Max Gallo, vous croyez vraiment que la tendance actuelle en France était la culpabilisation anti-blanche, anti-occidentale? Vous sentez vraiment ça? Écoutez, si j'en crois
ce qui s'est passé... Excusez-moi, mais quand on voit certains intellectuels très écoutés dans ce pays, comme Alain Finkielkraut, qui livre une analyse de ces émeutes en banlieue en termes ethniques, religieux, voire racial selon certains, vous pensez vraiment, et qui est quelqu'un effectivement très écouté dans ce pays, vous croyez vraiment que chez les intellectuels, la tendance est au sanglot de l'homme blanc aujourd'hui? Je ne me prononcerai pas sur les néo-réacs ou les néo-cons, comme a écrit Alexandre Adler dans le Figaro. Je ne me prononcerai pas sur les intellectuels, j'en fais partie, je m'exprime pour moi-même, chacun s'exprime. En tout cas, je ne voue pas aux gémonies et à l'enfer Alain Finkielkraut. Mais il ne s'agit pas de ça. Mais c'est ce qui a été fait dans un hebdomadaire de manière, à mon avis, totalement hypocrite et scandaleuse. Bref, mais si j'en juge par l'attitude des élites gouvernementales, qui ne sont pas capables, le 2 décembre 2005, de, non pas célébrer, mais de réfléchir sur ce qu'a représenté dans l'Europe du 19e siècle la victoire d'Austerlitz, non pas pour dire Napoléon est un personnage admirable, pour dire il a rétabli l'esclavage, et de ce point de vue-là, je le dis avec force, l'esclavage étant un crime contre l'humanité, il peut évidemment être accusé d'être lui-même un criminel contre l'humanité. Loi de mai 2001. Loi de mai 2001, je le dis avec précision. Vous ne l'avez pas toujours dit. Mais je l'ai toujours dit. Mais je constate que vous n'avez pas répondu non, mais si je continue, et qu'ils sont au contraire capables d'aller dans la Manche célébrer la victoire anglaise de Trafalgar, je m'interroge vraiment beaucoup sur le sentiment de nos élites par rapport à ce qu'est la réalité de notre histoire. Et voilà, je réponds à votre question. Max Gallo, si Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont rasé les murs pour la célébration d'Austerlitz, c'est peut-être simplement parce qu'ils avaient lu Claude Ribes. Le crime de Napoléon chez Privé. Alors ça, c'est un livre, évidemment, qui fait beaucoup de bruit. Très belle opération de marketing, monsieur Ribes, bravo, chapeau. Vous êtes l'un des dirigeants du collectif des Antillais, Guyanais et Réunionnais, avec un très beau pédigré universitaire. Et Mahorais. Vous avez été l'attaché de presse de Christine Devier-Jancourt, j'ai vu ça. Vous avez fait tous les métiers. Hein. Et vous publiez un livre, Le crime de Napoléon. Vous comparez l'empereur, si cher à Max Gallo, j'ai apporté tous ces Napoléons là, vous voyez, c'est des succès énormes, vous le comparez à Hitler. Et vous dites c'est un afro-homophobe, fasciste, raciste. Je dis que Napoléon avait rétabli l'esclavage. Et ici même, Max Gallo qui nous dit aujourd'hui que c'est un crime contre l'humanité pour Napoléon d'avoir rétabli l'esclavage, nous disait qu'il ne savait pas. Donc apparemment, vous savez, maintenant vous ne saviez pas. Non, je peux tout à fait préciser ma position, et j'y tiens, puisque c'est sur ce malentendu, à mon avis, très habilement utilisé, comme la commémoration, comme la sortie du livre et la date. En effet, l'esclavage est un crime contre l'humanité. J'étais d'ailleurs en train d'écrire ce livre qui va paraître en janvier sur la révolte servile. C'est un crime contre l'humanité peut-être le plus symbolique, puisqu'il s'agit d'hommes qui considèrent d'autres hommes comme, pour parler comme les Grecs ou les Romains, des animaux parlants ou des outils parlants. Donc il n'y a rien qui me révolte plus depuis toujours, depuis mon enfance, mes convictions, etc., que cet esclavage qui est vraiment la chose la plus effrayante. Même quand il est rétabli par Napoléon. Évidemment, la question qui se pose, et c'est une question fondamentale en termes d'histoire, c'est celle de l'anachronisme. Autrement dit, et c'est pourquoi dans ce livre il est question des chambres à gaz. Il s'agit de manipuler. Mais je vais prendre. Je continue. Je peux présenter mon livre. Et puis après, on vous laissera non, je veux continuer. Vous m'avez. Je laisse de côté. Martial termine, vous répondrez après. Je termine. La question qui se pose, c'est l'esclavage est un crime contre l'humanité. Peut-on considérer qu'en 1802, Napoléon est un criminel contre l'humanité? C'est sur ce point que je m'interrogeais. Parce qu'à la même... Oui, je m'interrogeais sur ce point. Parce que si nous poussons cette logique de l'anachronisme, Périclès, le fondateur de la démocratie athénienne, où il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres, Périclès est un criminel contre l'humanité. Sénèque est un criminel contre l'humanité. Oh, on va remonter très loin. Hein. Marc Aurèle est un criminel contre l'humanité. Est-ce qu'il est possible, sans aller jusqu'à Marc Aurèle, de vous répondre? Je vous réponds oui. Il y a des gens à l'époque de Napoléon qui se sont insurgés, qui ont parlé de crimes. Il y en a qui en ont parlé avant lui, par exemple le père du célèbre, on parlait d'un médecin, le père du célèbre Laennec, qui était un magistrat. Mais je ne Et à la fin, je réponds à ce que vous dites. Le père du célèbre Laennec a parlé de crimes imprescriptibles dès la fin du XVIIIe siècle. Oui, c'était un crime contre l'humanité. Tout le monde, malheureusement, n'était pas
comme Napoléon, racistes et esclavagistes. Il y a des gens qui se sont insurgés et qui, effectivement, dès l'époque, vous le savez, je pense, on parlait de crime. Il y avait aussi l'abbé Grégoire. Il faut arrêter de dire qu'à cette époque, tous les Français... d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord avec cela. Il y a des gens qui ont répondu à votre question. C'est le cas de le dire, c'est un mauvais procès. Bien entendu, c'est un crime contre l'humanité. Bien entendu, l'esclavage est un crime contre l'humanité. Faudra-t-il le répéter en lettres gigantesques pour que ce soit admis. M. Gallo, en 1802. Mais évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir si on peut réduire. C'est ça la vraie question historique. Et elle renvoie à la manipulation historique. Si l'on peut réduire la signification de Napoléon dans le 19e siècle, au cours du 19e siècle, à ce crime contre l'humanité. Je réponds non. Et je dis ceux qui font une équivalence entre, d'une part, Napoléon et Hitler, tous les deux, en effet, engagés dans un crime contre l'humanité, cela manipule la réalité. Dans Napoléon, il ne faut pas oublier que Hegel, Kant et Goethe ont quand même planté l'arbre de la liberté. Et quand ils ont vu passer Napoléon, ils étaient extrêmement émus. C'était pas n'importe quel philosophe. Il faut aussi tenir compte de ça quand même. J'ai dit simplement que quand on découvre... vous le présentez comme un personnage hitlérien quand même, c'est ça toute l'idée du livre. Comme un précurseur. Hein? Écoutez, il y a un vrai problème qui consiste à savoir, il s'agit de faits, il s'agit de savoir si effectivement, je comprends que le mot de chambre à gaz vous choque, on va parler d'étouffoir, hein, ou de bateau de la mort. Sur les chambres à gaz, je peux intervenir une toute petite seconde. Non, écoutez, laissez-moi parler, vous n'arrêtez pas d'intervenir. Je demande la parole. Vous auriez dû intervenir dans votre livre et parler du rétablissement de l'esclavage. Vous avez écrit un livre sur Napoléon qui s'est fort bien vendu, certainement mieux que le mien, et vous n'en dites pas un mot. C'est tout à fait... C'est pas sûr, parce que le vôtre part très bien, Claude Rime. Alors continuez, merci. Je dis simplement que le vrai problème, ce qui moi m'a choqué, et qui devrait aussi choquer beaucoup de Français, c'est d'apprendre que Napoléon, non pas pour se débarrasser des esclaves, ce qui serait absurde, puisqu'on essaye de me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais simplement pour éviter que les citoyens français, qui certes étaient des citoyens de couleur, contaminés par la liberté, ne posent problème, effectivement, à l'encontre du maintien de l'ordre, d'un certain ordre esclavagiste, a utilisé du dioxyde de soufre pour éliminer une population civile. Il ne s'agissait pas de combattants, il s'agissait de citoyens français qui résistaient évidemment au rétablissement de l'esclavage. Il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, et ce sont des faits. Alors je produis beaucoup de témoignages, alors contestons ces faits, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça pose problème quand on sait que Napoléon, effectivement, était une référence pour Hitler, quand on sait que non seulement Hitler est venu s'incliner sur ce tombeau de Napoléon, mais que des milliers de soldats nazis sont venus s'incliner comme lui, au point qu'il a fallu mettre un plancher mobile sur le sol des Invalides de peur que les bottes nazies n'usent le marbre des Invalides. Ce sont des faits. Alors moi je vais vous raconter une histoire. En 1986, c'était le bicentenaire de la Révolution française. Et il y a un historien vendéen qui s'appelait Ronald Scher, que tout le monde connaît, qui a décrété, en avançant beaucoup de preuves, lui aussi bien sûr, que la Convention nationale avait décidé de faire un génocide du peuple vendéen. Et peut-être Napoléon l'a-t-il imité, mais il a décrété, Ronald Scher, je le cite, que les généraux républicains avaient inventé les chambres à gaz. Les chambres à gaz, c'est-à-dire que on voit cet exemple qui n'a rien à voir, je signale au passage, car c'est l'aspect anecdotique, que à ce moment-là, le général Bonaparte était un officier sans solde qui a refusé de s'engager pour aller... On lui proposait de commander un régiment en 1794 en Vendée, il a refusé de participer à la guerre civile. Donc lui est hors de cause. Mais il y a quelqu'un qui a découvert que la République avait inventé les chambres à gaz en Vendée pour réaliser un génocide. Parce que le thème de la chambre à gaz, appliqué à quelqu'un à juste titre, avec l'horreur que nous avons de la Shoah, avec ce qui envahit notre horizon mental, à juste titre, je dis bien, cet holocauste qui est tout à fait spécifique et unique par-dessus le marché. L'holocauste et la chambre à gaz, c'est bon. Et sur ce point, il faut être très clair sur l'unicité, malgré le nombre de génocides. Jules César a fait des génocides et bien d'autres empereurs romains. Il n'empêche qu'il y a une spécificité particulière à la Shoah. Et quand on utilise le terme de chambre à gaz, soit pour la guerre de Vendée, soit pour les horreurs criminelles commises dans les Antilles, évidemment, on tire la couverture à soi, c'est-à-dire qu'on manipule l'histoire. Et ça, c'est inadmissible. Question d'Elisabeth Lévy. Une question sur votre livre quand même, parce que moi j'ai quand même le sentiment,
en le lisant que c'est un pamphlet contre la France, pays coupable de racisme d'État, où il y a un racisme absolument institutionnalisé, je veux dire, c'est-à-dire voulu au plus haut niveau du pouvoir politique. Vous avez des phrases absolument terribles sur ce pays, vraiment. Ah bah sortez-les. Comment? Citez-moi. Oui, je vais vous les citer. J'ai des phrases terribles sur ce pays. Oui, oui, oui. Allons-y. Alors, les ressortissants... Vous dire que je suis pas français, c'est ça? Il est banal de constater que les ressortissants des départements d'outre-mer descendants d'esclaves sont des citoyens, non pas à part entière, mais entièrement à part, sans une réelle représentation dans une société plus que jamais perméable aux préjugés. Je passe parce que... Et alors, attendez, quant à leur couleur de peau, elles montrent assez qu'ils n'ont pas été assimilés au peuple colonisateur. Donc le peuple colonisateur, c'est les Français. Hein. Mais ce sont des Même Français quand aussi. ils viennent en France. Même non, quand là, ils viennent en... Vous dérapez complètement. C'est vous qui dérapez en mettant deux peuples. Même quand ils viennent en France, ils restent ce qu'ils sont. Ils restent tous des nègres, des gens de couleur. On ne veut d'eux que dans certains immeubles sociaux du nord de Paris, là où on parle déjà d'autres Français différents. Deux questions. Non, mais vraiment, à Nuremberg, et c'est à Nuremberg qu'on a défini la notion de crime contre l'humanité, donc ça pose un problème, effectivement. À Nuremberg, les juges de Nuremberg ont refusé la notion de culpabilité collective pour l'Allemagne. J'aimerais savoir si vous pensez l'appliquer à la France pour son passé. Non. Et la deuxième question, comment est-ce que vous espérez favoriser, je veux dire, le fait que des citoyens qui seraient des citoyens de seconde zone deviennent des citoyens à part entière en leur disant qu'ils vivent dans un pays ontologiquement, je veux dire, et durablement raciste. Expliquez-moi ça, Claude Rip, parce que là, j'arrive pas à comprendre. Écoutez, Elisabeth Lévy, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que la France était durablement raciste. J'espère que non. En revanche, vous, en essayant de réduire le débat à un affrontement entre communautés, vous le faites. J'ai envie de rigoler, là. Benjamin Stora. Vraiment très rapidement dans ce débat, une petite touche historique, c'est que il faut quand même introduire la problématique des deux France dans la Révolution française et par la suite. Parce qu'il y a effectivement une France qui a opprimé, effectivement il y a une France qui a colonisé, etc. Puis il y a une France qui a libéré. On ne peut pas aussi tout réduire de manière univoque sur le plan historique. Hein. Et il faut rappeler d'ailleurs que les militants anticolonialistes ont joué sur cette opposition de la double France. Ils se sont révoltés, c'est au nom des principes de la République française contre la France coloniale. C'est-à-dire qu'à mon sens, hein, et plus modestement, je crois qu'on aurait intérêt aujourd'hui à jouer, à expliquer, à transmettre, à faire comprendre aux jeunes générations qui entrent en politique massivement aujourd'hui sur la question coloniale. Il ne faut pas le sous-estimer avec leurs fantasmes, leurs mythologies, leurs stéréotypes, aussi à leur expliquer ce qu'est la double France, c'est-à-dire une France qui émancipe et une France qui opprime. Mais on ne peut pas rester uniquement sur une seule thématique univoque, c'est tout. Et puis il faut dire aussi quelque chose, en ce qui concerne Napoléon, il y a des Français qui ont dit non, fort heureusement. Lors de l'expédition de Leclerc, il y a de grands Français qui ont refusé de gazer, qui ont refusé de noyer, et qui étaient des Français peut-être qui venaient de la Basse-Bretagne, ou qui venaient peut-être de l'Est de la France. Je ne les ai pas oubliés dans mon livre. Claude, jusqu'où il faut remonter? Parce que les Romains, par exemple, ont colonisé la Gaule. Est-ce qu'on leur demande des comptes aujourd'hui aux Italiens? Est-ce qu'on demande à Berlusconi des réparations? Écoutez, je crois qu'il ne faut pas caricaturer. Si on remonte jusqu'en 1635, ce sera déjà pas mal. C'est l'année à peu près où la colonisation a visé d'une manière durable les Antilles. On ne peut pas comparer les relations entre Romains et Gaulois et les relations que les colonisateurs du XVIIe siècle ont eues vis-à-vis de l'Afrique. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a eu le Code noir, il ne faut pas l'oublier, on n'en parle pas beaucoup du Code noir. On parle souvent du Code civil pour Napoléon. Mais le Code noir, Napoléon l'a rétabli et l'a même aggravé en un certain sens. On n'a jamais codifié comme on a codifié dans le Code noir. Il y a quelque chose, je veux bien admettre que pour la Shoah, il y a quelque chose effectivement de particulier, ne serait-ce que dans le nombre de personnes sacrifiées d'une manière ignoble. Il y a aussi quelque chose de particulier dans la déshumanisation qu'implique le Code noir. Et on ne peut pas comparer ça avec les rapports qu'il peut y avoir entre les Romains et les Gaulois. Alors on s'amuse bien, Claude Rib, en lisant votre livre, hein, c'est clair, même si on n'est pas forcément convaincu quand on a terminé. Oui, parce que c'est un petit peu fabriqué, quoi. C'est un livre, il faut bien le dire, mais c'est bien fait, c'est du bon travail. Simplement, est-ce qu'il n'est pas le symptôme de ce que Manuel Valls appelle dans son livre ça vous amuse, en face. François-Olivier Gisbert, ça vous amuse les chambres à gaz et le gazage des gens, les noyades, les chiens? Moi ça m'a pas du tout fait rire.
Le fait de l'écrire, ça a été assez prenant, et moi ça m'amuse pas. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation que vous venez de faire, c'est une fabrication, de façon tout à fait libre et spontanée, du terme chambre à gaz. Oui, ben, il n'appartient à personne. Il n'y a pas encore de loi qui interdise de comparer. Mais vous avez tout à fait le droit de l'utiliser. On va dire vous signifiez par là que votre manipulation de l'histoire est véritablement la clé, le ressort de votre livre et de votre démarche. L'avez-vous lu seulement? Et de votre démarche. L'avez-vous lu? Non. J'ai envie de demander à Manuel Valls, qui emploie cette expression dans son livre, La laïcité en face, est-ce que c'est pas le symptôme, ce genre de livre, Le crime de Napoléon, avec la photo d'Hitler en couverture, est-ce que ce n'est pas le symptôme de ce que vous appelez le complexe colonial? Oui, ben, je pense que ce complexe colonial existe. Je crois qu'il y a une recherche d'identité dans un certain nombre de groupes politiques et qui utilisent l'identité à des fins politiques et qui effectivement ne correspondent pas, encore une fois, au projet que moi je me fais de mon pays. Et donc c'est ça qui est aujourd'hui inquiétant. Et ces débats sur l'histoire, ces débats sur le colonialisme, ou ces débats sur l'esclavage, sont le reflet, non pas d'une controverse sur l'histoire, c'est pas un débat d'historien que nous venons d'avoir sur la comparaison entre Napoléon et Hitler. Non, c'est un débat sur le futur de la France, comment elle se construit, sur quelle identité. Je crois qu'il y a incontestablement un problème entre la France et les Antilles et du traitement qu'on a fait des Antilles et d'une manière générale des ressortissants français d'outre-mer, du rapport entre la métropole et l'outre-mer, évidemment. Et c'est ce qui explique que la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur n'a pas pu se rendre aux Antilles, par exemple, à partir de la critique qui est faite du fameux article 4 de la loi dont on a parlé. Ça, c'est des... sur M. Finkielkraut aussi. Et ça, ce sont de vrais sujets. Mais en tout cas, sur l'utilisation d'un certain nombre de groupes à des fins purement politiques, qui est d'instrumentaliser. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'analyser, mais... à quoi cela aboutit-il? Quel est le message qu'on fait passer à la jeunesse? Quel message qu'on fait passer aux citoyens? Quel est le rapport qu'on veut créer entre la France et les citoyens français? C'est ça la question fondamentale. Il y a un discours que vous êtes en train de tenir et vous avez utilisé les mêmes mots, manipulation, instrumentalisation. Est-ce que vous pouvez entendre aujourd'hui que dans ce pays, en France, une partie de la population vous dit trois choses? La première des choses, c'est que votre discours sur le passé de la France en dit long. Attendez, vous parlez à qui? Attendez, vous parlez à qui? Vous parlez aux Français en général? Oui, le discours aujourd'hui officiel sur moi, la je ne République. représente pas le discours officiel. D'accord, non. Oui, vous le représentez d'une certaine façon. Alors, parlez-vous? D'accord, alors je vais être très précis. Je vais être très précis. Une partie de la France, de la population française est en train de dire aujourd'hui à l'élite française et à la France qui propose un regard officiel sur elle-même, sur l'élite politique dont vous êtes un représentant. Je ne fais pas partie d'une élite. Je n'accepte pas ce mot. Vous êtes un politicien. Vous êtes un politicien, donc vous êtes aussi alors dans une élite. De quoi parlons-nous? Moi, j'ai voilà, seule différence, je suis pas un politicien, je suis un élu. Donc je représente. Alors vous représentez, d'accord, vous êtes un politicien. Une partie de la nation. Vous êtes la classe politique. Vous faites partie de la classe politique? Non, je n'aime pas ce mot. Vous n'êtes pas partie de la classe politique. Alors vous êtes un politicien. Non. Vous n'êtes pas un politicien. Vous êtes un élu. Donc en tant qu'élu. Mais oui. Pourquoi? Parce que ce pays aussi, j'en veux dire du bien. Très bien. Qu'un fils d'Espagnol naturalisé français comme moi puisse être député de la nation et représenter la souveraineté populaire, facile, monsieur. ça mérite. C'est beaucoup plus facile d'être un immigré d'Europe que d'être un immigré hors du territoire européen. Vous savez, monsieur Ramadan, est-ce que je peux terminer? Non, je fais vous ne voulez pas entendre les trois choses que vous aimez. Mais je vois très bien, moi je ne fais pas partie d'une élite, pas partie d'une classe politique, et ce que je fais, ce que j'ai vécu, j'essaie aussi de le faire pour moi, et c'est la raison pour laquelle le conseil municipal d'Évry est le plus représentatif de toute la diversité de la vie. Donc ne me donnez pas, à moi ou à d'autres, des leçons. Alors la parole maintenant est à Tarek Ramadan. Les mots sont précis, nous sommes d'accord. En tant qu'élu, est-ce que vous pouvez entendre qu'une partie des citoyens français de ce pays sont en train de dire à la France que le discours officiel que la France tient sur elle-même néglige toute une partie de son passé, entretient une perception de la République qui dit rien sur la colonisation, et que ceci, alors attendez, pour construire l'avenir pluriel, il faudra Monsieur Ramadan, je le dis dans mon livre. Monsieur Ramadan, mais je vous réponds, je le dis dans mon livre. Oui, vous dites, attendez, vous dites. Vous ne l'avez pas lu. Si, je l'ai lu. Moi, je vous le dis. Oui, je l'ai lu, le livre. Ça m'étontait que ce soit une réponse de gauche à finalement. Manuel Valls, vous répondrez ensuite à. Réponse de gauche. Mais c'est Manuel Valls. C'est la gauche, monsieur Ramadan. Parce que monsieur José Bové vous embrasse, vous êtes de gauche. Manuel Valls, c'est ça la différence. C'est ça le débat. Vous répondrez tout à l'heure. D'accord. Je pense qu'il faut surtout dire qu'on peut quand même parler de l'esclavage sans éventuellement, sans systématiquement attaquer la France.
Et puis on peut dire du mal de Napoléon qui a tué beaucoup de gens. D'ailleurs, à Jaffa, il a exterminé des Arabes. On peut dire du mal de Napoléon à la chaîne, sans oui, attaquer la France. bien sûr. Alors, ce que je voulais dire, c'est que à une partie des élus de ce pays, une partie des citoyens français sont en train de dire que le regard que la France officielle porte sur elle-même est un regard sélectif et qui nie une partie de leur passé, et de leur mémoire et de leur histoire. Et qu'il faudra dans l'histoire officielle intégrer leur histoire au pluriel pour pouvoir faire en sorte que ce pays se réconcilie avec sa population. Deuxième revendication qui viennent des fins fonds de la France, de cette France d'en bas dont on parle et qu'il va bien falloir entendre aussi, c'est qu'il y a un énorme fossé entre l'unité de la République, cette citoyenneté égalitaire que l'on promet à tous, et la réalité du traitement de citoyens de seconde classe. Il faudra l'entendre aussi. Et que la troisième des choses, cet avenir dont vous êtes en train de parler, et dont vous avez vous-même parlé de discrimination positive, comme de colonisation positive, il va falloir... Non, vous n'avez pas parlé de colonisation positive, c'est d'autres qui en parlent pour vous. Non, mais ne mélangez pas alors. Non, je parle de la France officielle, je ne parle pas comme vous. Je ne sais pas ce que c'est la France officielle. Il n'y a que M. Raffarin qui parle de la France d'en haut et d'en bas, et vous reprenez au fond les mêmes termes. C'est quoi la France officielle? La France des élus. Ça va? Non. Non, il n'y a pas de France des élus non plus. D'accord, il n'y a pas de France du tout. Mais parce que je n'accepte pas, Monsieur Ramadan, je n'accepte pas. France de gauche et je n'accepte pas. Je suis plus sûr de ça, moi. Je suis plus sûr que. Monsieur Ramadan, je n'accepte pas l'idée qu'on puisse classifier en permanence les citoyens dans ce pays. Parlons du pays réel et du pays légal. Oui, attention. Attention. Alors je vais juste. Je termine. Oui, mais c'est pas inintéressant. Comme c'est pas inintéressant que vous fassiez précisément l'analogie à Maurras. Et c'est pas inintéressant. Non, c'était pas Maurras. Non. C'est assez intéressant au fond que vous retrouviez tous les deux d'ailleurs sur la même idée. Sur la même idée. Parce que vous classifiez la France. Vous classifiez les Français. Je suis le représentant d'une circonscription. Il y a des gens qui votent pour moi, qui sont ceux qui souffrent. Alors je suis plus représentatif. Mais je représente, contrairement à vous, je représente le peuple, pas vous. C'est ça la différence. D'accord. Oui, mais d'accord, alors ne classifiez pas. Alors un autre point de discorde maintenant, parce que c'est pas fini. Maintenant il y a la politique africaine et le Rwanda, avec ce gros livre de Pierre Péan. Pierre Péan, vous le connaissez, hein, il a écrit quelques classiques, notamment un livre sur Mitterrand, une jeunesse française, qui a fait beaucoup de bruit il y a une dizaine d'années. Et il publie aujourd'hui Noir Fureur, Blanc Menteur. C'est l'histoire du Rwanda entre 1990 et 1994, aux 1001 nuits. Alors, vous écrivez ce livre, vous l'avez écrit parce que vous avez été très choqué par la façon dont on a présenté les choses contre la France. Voilà, encore une minute patriotique avec Pierre Péan, qui va nous expliquer pourquoi, comment on a diffamé la France dans l'histoire du génocide rwandais. Je ne savais pas que je m'inscrivais aussi bien dans le débat qui est actuel. Effectivement, alors je reprends quand même grosso modo l'histoire de mon enquête. Je pars de l'attentat qui est pour tout le monde le déclencheur du génocide. Un attentat contre un avion où il y avait le président de la République du Rwanda. Bon, et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de la tragédie rwandaise met entre parenthèses cet attentat. Or, à partir du moment où cet attentat a été ordonné, mis en œuvre par celui qui est le président de la République aujourd'hui du Rwanda et qui est le porte-parole, le représentant des victimes, j'estime qu'il est intéressant de tenter une relecture de l'histoire. Et c'est cette relecture que j'ai tenté de faire en réintroduisant donc des éléments dans l'histoire. Une des parties effectivement de mon propos, c'est d'essayer de bousculer une lecture militante, et ça c'est intéressant, une lecture militante des relations entre la France et le Rwanda et toute l'histoire concernant le Rwanda. Parce que si vous cherchez, vous ne trouverez aucun tribunal, il n'y a pas l'équivalent d'un tribunal de Nuremberg qui attaque la France comme de complicité, de génocide. Et pourtant, par de petites rumeurs, par de petits papiers, petit à petit, malgré une mission d'information par le Parlement, qui conclut à quoi? Des erreurs d'appréciation en ce qui concerne la politique française, et deuxièmement, lave la France de complicité de génocide. Mais malgré ça, donc ça se passe en 98, eh bien, on est aujourd'hui sur la base, si vous allez dans tout le monde médiatique,
vous avez complicité de génocide sans aucune preuve, sans rien. Donc moi j'ai voulu effectivement reprendre toute cette histoire à partir de documents pour l'essentiel, c'est-à-dire d'abord les documents de François Mitterrand pour la période qui court entre 90 et 93 et des documents sur la période turquoise. Et qu'est-ce que je dis? C'est que la France s'est peut-être trompée, mais on n'est plus du tout dans Donc il n'est pas comme Napoléon, Mitterrand, il est innocent. Ah ben, j'accepte qu'il se soit trompé. Il s'est trompé puisque le génocide a bien eu lieu. Je veux dire que la France, dans son ensemble, n'a pas réussi à empêcher ça. Mais de là... Mais elle n'est pas coupable. Elle n'est pas coupable, c'est une évidence. Ça, responsable Je n'irai pas, non, puisque c'est la France est le seul pays... Parce qu'il y a eu des articles, notamment des articles de Patrick Saint-Exupéry dans le Figaro, qui étaient troublants quand même. On se disait quand même, il y a une espèce d'attentisme de la France. Mais justement, ce que je dis, c'est une lecture, j'essaie de casser une lecture militante à partir des documents. Et donc, jusqu'à maintenant, on me répond par des termes terribles pour éviter le débat. J'attends qu'on me dise tel élément est faux. Par exemple, je prends un exemple, turquoise, l'opération turquoise. Et il s'est installé petit à petit l'idée que c'était une opération pour récupérer des génocidaires, pour favoriser des génocidaires qui allaient au Zaïre, pour des choses absolument horribles. Je publie tout simplement le verbatim du Conseil restreint et de toutes les réunions après, où on voit bien que les politiciens français, de droite et de gauche, font une opération humanitaire, sachant pertinemment qu'ils ne recevraient que des coups. Et ensuite, sur l'exécution... Il y a quelqu'un qui s'en sort très bien dans votre livre, d'ailleurs, c'est Alain Juppé. Ben oui, pourquoi? Parce que c'est lui qui a décidé une opération humanitaire et ça a été accepté par François Mitterrand et je pense que... Oui, c'est un peu le héros d'ailleurs. Hein, c'est un des... Pas le mot héros, en tout cas, il s'est battu. La France est le seul pays. C'est le seul pays qui a essayé de faire quelque chose alors que la communauté internationale a tout abandonné et c'est la France qui se retrouve comme au banc des accusés. Enfin, pour aller dans le sens de Pierre Péan, j'ajouterais juste que l'ONU était quand même partie de façon terrible à la fois et peut-être pas si glorieuse et que c'est vrai que les Français sont restés. Mais pour revenir un peu sur le débat général, parce que le dossier rwandais est compliqué, et je crois qu'il faut inviter les téléspectateurs à se plonger dans votre livre. Tarek Ramadan, Pierre Péan a parlé tout à l'heure d'un discours officiel et en fait... il semblerait qu'il y ait peut-être un discours médiatique, parce que qu'est-ce que je constate? Quand vous parlez, disons, des choses assez peu glorieuses de l'histoire de France, dans la politique africaine, la conquête d'Alger et le pillage d'Alger en juillet 1830 dans une violence inouïe, sur lequel vous avez fait un livre il y a peu de temps, les fidélités plus ou moins contestables de François Mitterrand. Vous avez parlé de beaucoup d'aspects contestables du passé français. Et là, la presse, les médias vous encensent. Quand vous parlez d'un dossier dans lequel on peut réhabiliter la France, et même dans une petite mesure, se dire qu'elle a essayé effectivement de faire quelque chose, on pourrait même aller jusqu'à dire être fier sur certains points. Pourquoi oui. Eh bien, il est intolérable, disons, pour le discours, disons pour un certain discours, il est intolérable de défendre la politique française. Il faut absolument lui taper dessus sur tous les tons. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, moi je n'ai pas de compétences sur le Rwanda, j'ai lu le livre avec intérêt, étant simplement ouvert aux thèses habituelles, mais quand je lis, et ça nous renvoie à notre débat, quand je lis sous la plume d'un des défenseurs de la thèse officielle citée par Pierre Péan la phrase suivante: la France a une responsabilité qui est semblable à celle des Allemands dans la Shoah. C'est une citation donnée par François-Xavier Verschave. Là, brusquement, je commence à vaciller parce que je dis très franchement, je n'ai pas de compétences particulières. Je commence à vaciller devant la permanence qu'il y a en effet, chez des commentateurs qui regardent le passé français. Si j'accumulais les reproches que l'on fait à la France, elle a inventé le totalitarisme avec Robespierre, la terreur. Les bolcheviks, Lénine, Staline, Hitler sont sortis de la terreur, dit un certain discours sur la Révolution française. La guerre de Vendée, elle a inventé le génocide. Elle a inventé le génocide et les chambres à gaz, il n'y a pas un moyen, etc. Il n'y a pas moyen d'avoir un regard critique entre deux, pas d'utiliser les excès des uns pour justifier des thèses comme celle-ci. Verschave, il n'est plus là pour se défendre. Je vous ai cité la phrase. Pourquoi vous prenez un excès? L'entre-deux, c'est un regard critique sur la politique française en Afrique. Si vous permettez une seconde, il y a effectivement une ambiguïté française. Ce que Benjamin Torrent appelait les deux France. Il y a en effet, dans les périodes dans toutes les périodes de l'histoire de France, les périodes de l'histoire de France, vous avez à l'intérieur de la France, vous avez à la fois Papon et Jean Moulin. Alors,
la difficulté pour l'historien, son devoir, et pas un devoir de mémoire, son devoir d'historien, c'est de mettre dans le même panier, parce qu'ils font partie du panier français, à la fois Papon et Jean Moulin. Pourquoi vous ne l'avez pas fait dans votre livre sur Napoléon? Mais je l'ai fait dans mon livre sur Napoléon. Vous ne parlez pas d'esclavage? Je parle de l'esclavage. Nous chercherons la page tout à l'heure. Donc je n'en parle peut-être pas assez, à votre goût, et peut-être avec mon œil critique d'aujourd'hui, peut-être en effet je n'en parle pas assez. Il y a peut-être un autre livre à faire. Il y a peut-être un autre livre à faire, mais en tout cas, les deux aspects, si vous avez le général Ossarès et si vous avez les porteurs de valises, ces deux réalités font partie de la France. Vous avez Michel Rocard qui dénonce les camps de regroupement en Algérie avant tout le monde, et puis vous avez le général Bollardière qui démissionne de l'armée pour s'élever contre la torture. La France, c'est cette diversité. Ou bien vous acceptez, de prendre ces aspects divers et contradictoires. Et à ce moment-là, vous êtes réellement dans le fil de la culture française. Vous démolissez un modèle. Ou bien vous dites, ah, moi, la France, c'est Papon. Ou bien vous dites, la France, c'est Jean Moulin. Alors là, vous n'êtes plus dans la contradiction réelle. Un élément de précision. Je vais exactement dans votre sens, mais j'aimerais que cette attitude critique, qui prenne les deux France, le soit pour tous les objets d'études, c'est-à-dire aussi ceux qui concernent les Européens qui ne viennent pas de l'Europe continentale, mais qui viennent d'outre-mer, ou qui viennent... Oui, mais il faut l'avoir aussi dans la mémoire, dans l'histoire. À une condition. Non, il n'y a pas de condition. Si, il y a une Non, il n'y en a pas de condition. Il y a une condition, c'est qu'ils définissent précisément eux-mêmes cette même attitude. Non, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition, regard critique sur l'histoire. Moi, j'appartiens à une communauté, à la meilleure des communautés, qui exclut toutes les autres. À ce moment-là, ils ne sont plus dans le fil de cette culture républicaine qui est celle qu'il faut développer. Nous avons ici quelqu'un pour qui l'Afrique est une seconde patrie, puisque vous y allez souvent. Et d'ailleurs, dans votre livre, Comme un éléphant blanc, Alain Deloche, vous avez de très belles pages, notamment sur le Congo. Non, on ne peut pas parler du Rwanda sans parler d'un million de morts. Alors, principalement Tutsi. Oui, mais c'est 1 million de morts humains. Non, je crois que nous, on voit très bien, j'aurais aimé orienter un tout petit peu le débat qui nous passionne, vous le savez, c'est que nous, les médecins humanitaires, on voit la complexité de notre attitude dans ce genre de situation. C'est-à-dire que identifier la victime, bon, c'est quand même assez facile, hein. Mais identifier les bourreaux et être manipulé par les bourreaux, on voit bien les obstacles que j'ai connus à Sarajevo, que j'ai connus au Rwanda, que j'ai connus également au Cambodge et en Éthiopie. Donc, vous voyez, je l'ai décrit un peu dans le livre que, bon, être innocent, oui, se déclarer innocent, ça n'est pas si facile. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, vous citiez Camus, le docteur Rieux a les victimes, il va panser les plaies, mais enfin, vous voyez la difficulté de nos situations. Donc je n'entrerai pas dans le débat, mais nous sommes derrière tout cela. Et puisque vous parlez de l'Afrique, je crois quand même qu'il faut lancer aussi le débat avant de le terminer, et de savoir, nous sommes dans le 3e millénaire maintenant. Toutes ces discussions me paraissent, lorsqu'on sait que l'Afrique, pour 50% à moins de 25 ans, qu'au Vietnam, Dien Bien Phu, c'est une avenue, je vous assure, moi ce qui me frappe le plus, c'est le dynamisme africain, le dynamisme de l'ex-Indochine, qui fait que la clé, c'est... Ah oui, c'est incroyable d'ailleurs, dans votre livre, là, vous parlez de l'Afrique comme si c'était un continent avec beaucoup d'enthousiasme, d'énergie, le contraire de ce qu'on lit dans la presse. Ah bah, je m'inscris tout à fait compte, il y a un renouveau. Maintenant, la clé, c'est la formation. Et puis il y a une chose que j'ai dite, mais qui est intéressante, l'Afrique de papa, il faut l'oublier. Alors vraiment, en médecine, je peux vous le dire. Moi, ce que je vois lors de mon dernier voyage au Tchad, c'est que j'ai rencontré beaucoup plus de Chinois que de Français. Les Chinois sont là. C'était le seul endroit où je pouvais faire un écho pour un triste enfant. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'ils ont des arrière-pensées. Et quand on va voir qu'il est plus facile d'avoir un visa pour aller aux États-Unis qu'en France, je m'interroge aussi. Alors, je voudrais maintenant finir avec le dernier sujet de discorde, c'est évidemment les banlieues. Est-ce que l'histoire de la colonisation permet de comprendre ce qui s'est passé dans les banlieues en novembre? C'est une question que je pose à vous, Tarek Ramadan. Moi, je pense qu'il y a quelque chose c'est justement pour ça que quand vous parlez de l'avenir et de trouver des solutions pour l'avenir, je pense qu'on ne trouvera pas de solution de l'avenir si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer aussi dans l'imaginaire français actuel, dans ce qui a été dit par les banlieues et entendu par les élus souvent.
Ce qui a été dit dans les banlieues, c'est nous sommes des citoyens de seconde zone, nous sommes traités selon les mêmes structures qui furent celles du traitement des colonisés de la période coloniale. Alors, ça n'est pas une situation coloniale, ça n'est pas une situation de reproduction. Simplement, des structures, des systèmes demeurent et perdurent en France et qui sont, si vous voulez, la distance, le fossé énorme qu'il y a entre ce discours de la citoyenneté unique et égalitaire et la réalité de gens qui, parce qu'ils viennent de là où ils viennent et dont on ne cesse de leur rappeler d'où ils viennent, après 4 générations, on parle encore d'origine immigrée. Et c'est bien la preuve que dans la conscience ou dans l'inconscient français, ils ne sont pas encore français. Des élus avec lesquels j'ai débattu me parlaient d'immigrés. Et quand je leur disais ils étaient français, ils disaient ils ne sont pas authentiquement français. Il y a une surdité à cette réalité-là. Et je pense que, sur la question sociale, et moi je réponds très clairement, ça n'est pas une question culturelle, ça ne doit pas être une question religieuse, c'est uniquement une question économique et sociale. Elle doit être répondue, elle doit être traitée comme telle. Et aujourd'hui, dans les banlieues, il y a un traitement totalement inégalitaire. Alors après, on peut dire tout ce que l'on veut sur la culturalisation, l'ethnicisation du débat, c'est un faux débat, le vrai débat est social. Inégalitaire, vous êtes d'accord là-dessus, Manuel? Je crois que nous payons 30 ans de ségrégation territoriale, sociale et ethnique, que nous payons le résultat d'un certain nombre de politiques publiques en matière d'éducation, de logement. La droite, la gauche, enfin tout le monde dans le même sac. La droite, la gauche, et ce livre qui est sorti avant les événements dans les quartiers difficiles, dans les quartiers populaires, parce que ce n'est pas uniquement les banlieues, c'est un peu partout. C'est une France qui ne vit pas bien, et qui est ce que j'appelle, moi, dans le livre, ce prolétariat, qui est fait de Français d'origine immigrée, d'immigrés, de peu importe la génération. Mais on sent qu'il y a là, évidemment, une poudrière, et qu'elle a explosé. Il n'y a aucune justification, évidemment, aux violences. Et dans les violences que j'ai vues, je n'ai pas ressenti d'ailleurs un message, je n'ai pas senti un mouvement contre quelque chose, encore moins contre les élus. Mais c'est un mal-être, un mal-vivre. La réponse, elle est forcément économique et sociale. Et ça nécessite des moyens considérables en matière de logement et d'éducation. Mais elle est aussi culturelle, elle est aussi identitaire. Sinon, le débat que nous avons ce soir ne servirait pas à grand-chose. Mais elle est aussi tout ce qu'on dit à propos des beurs et des blacks, est-ce qu'on ne peut pas le dire aussi à propos de tous ces enfants issus de l'exode rural, qui viennent de Bretagne, d'Auvergne, etc. Bien sûr, le point commun de toutes ces populations-là, c'est la discrimination, c'est la marginalisation sociale, et c'est le fait d'être à la marge de la société. Il se trouve qu'effectivement, la majorité d'entre les gens qui sont et qui constituent ces populations-là viennent d'Afrique du Nord, viennent d'Afrique d'un point de vue général, et que finalement, ça focalise les... Mais Tarek Ramadan, il y a quand même une petite contradiction dans votre discours. D'un côté, vous nous dites, c'est absolument, il n'y a aucune dimension culturelle, et de l'autre côté, vous invoquez, et à mon avis, ce discours-là a mis dans la tête des populations concernées que c'était des systèmes coloniaux, que c'était l'héritage de la colonisation, qu'on les traitait comme des colonisés, si vous voulez, et ils le répètent d'ailleurs, ils répètent devant les micros exactement ce que vous êtes en train de dire. Pardon, attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Mais vous ne pouvez pas dire d'un côté, c'est des structures coloniales, et de l'autre côté, il n'y a aucune dimension culturelle ou ethnique. Non, voilà. Non, vous pouvez, si on peut le dire en distinguant les choses, mais en ne les déconnectant pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vivez des situations de discrimination sociale, à partir du moment où vous n'êtes pas reconnu comme citoyen, à égalité avec tous les autres citoyens, vous reviennent à la mémoire des traitements qui sont différenciés au niveau officiel, et c'est une réalité dans ce pays. Je n'ai pas ressenti. C'est un débat compliqué, mais très honnêtement, écoutez, maire d'une ville qui aussi a subi ces violences, je crois assez proche des citoyens, j'y vis, je les côtoie, la misère, la pauvreté, la discrimination, l'enthousiasme aussi, la volonté de s'en sortir. Tous ces jeunes que je reçois quand on a des soirées pour les jeunes diplômés, tous ces nouveaux Français que je reçois dans ma mairie, parce qu'on leur parle aussi de la France. Mais donc la situation est complexe. Ce qui m'inquiète, moi, c'est cette comparaison entre la France coloniale et ce qui serait la France des banlieues. Et c'est encore, pardon de vous le dire, cette vision accusatoire de notre pays, qui est en crise de sens, en crise politique, ça fait 30 ans évidemment, et le fossé entre le peuple et les élites est une réalité. Mais c'est un raccourci. Mais pourquoi est-ce que c'est une accusation? C'est pas tellement l'analyse que vous faites, c'est ce que sera ensuite la réponse. Car la question n'est pas sur l'analyse, M. Ramadan. Elle est sur la réponse politique. Attendez, et là encore, je suis convaincu que vous recherchez, vous, une réponse qui sera
politico-religieuse et qui casse la France, et que moi je me bats pour une réponse qui soit une réponse d'ensemble politique. Je vous entends ce soir, Manuel Valls, mais pour un élu de gauche, il me semble que vous avez un peu tendance à laisser à Nicolas Sarkozy et à ses amis, finalement, le monopole du réel. Certes, la gauche n'a pas le monopole du cœur, mais doivent-ils avoir le monopole du réel? Je suppose, pardonnez-moi, mais je vais citer tout de même 2 ou 3 phrases de ce rapport, parce que sinon, je vais les citer précisément, parce que sinon on dira que je les détourne. J'aimerais vous citer un extrait du rapport que vous avez dû lire des renseignements généraux du 23 novembre dernier, qui parle effectivement de ces violences en banlieue. Je lis la chose suivante. Le mouvement n'était ni organisé ni manipulé, mais s'apparente à une révolte populaire, je cite, des cités. Le principal ressort des émeutiers n'est ni l'origine ethnique ou géographique, mais leurs conditions sociales d'exclus de la société française. Le rapport termine sur le constat d'une énorme désespérance sociale. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une profonde désespérance sociale. Et évidemment, et la réponse est extrêmement compliquée. Elle porte évidemment sur le rétablissement de l'ordre public et sur la sécurité, parce que la délinquance, ou les réseaux mafieux dans ces quartiers, pourrissent d'abord la vie de ces couches populaires. Et vous le savez parfaitement, je fais partie de ceux qui, au Parti Socialiste, considèrent, comme l'avaient fait et Jospin et Chevènement, considèrent que la sécurité est une valeur. C'est un droit, en tout cas, et qu'il faut se battre, et que la gauche, si elle ne comprend pas cela, elle se coupera définitivement de ces couches populaires. Mais je sais que la réponse, si elle est compliquée, elle est d'abord en matière d'éducative, mais ça veut dire une révolution éducative. Elle est en matière de logement, mais ça veut dire une autre politique de logement pour lutter contre la ségrégation territoriale qui existe dans notre pays. Et donc, c'est aussi une réponse identitaire. Comment faire en sorte que ce pays donne envie d'être aimé, évidemment. Et donc, c'est sur tous ces sujets-là que la gauche doit se battre. Alors, moi, je ne me reconnais pas et je ne l'appellerai jamais à voter Nicolas Sarkozy, parce que je pense que précisément... Vous avez déjà salué Non, mais vous savez ce qui est drôle chez Nicolas Sarkozy, ce qui est assez étrange, c'est que précisément, notamment pour l'organisation de l'islam de France, il est allé chercher l'UOIF, c'est-à-dire les amis de M. Ramadan, pour reformer le Conseil du culte français musulman. Et donc, je crois que là aussi, la différence est entre une gauche républicaine qui accepte la réalité et une droite qui, elle, est communautariste. C'est ça aussi la différence, mais c'est peut-être ça aussi les nouveaux débats politiques. C'est pas uniquement le débat traditionnel droite-gauche sur le passé, mais c'est aussi sur de nouvelles bases. Vous venez de dire comment faire en sorte que ce pays soit aimé, se fasse aimer. Est-ce que vous ne croyez pas, et on peut tout à fait souscrire à ce programme, vous ne croyez pas quand même que la gauche, en abandonnant pendant des années au Front National le fait simplement de parler de la nation comme une chose qui ne serait pas forcément horrible, a été vraiment, disons, fortement responsable du mea-culpisme dans lequel nous sommes en train de nous engluer tous. Je le dis dans mon livre d'entretien, en répondant à une question de Virginie Malabar, oui, je pense que la gauche a abandonné cette idée de nation, qui est une idée républicaine et qui est donc pour moi une idée de gauche. Et donc, c'est précisément parce que moi je sais ce qu'est être français, j'ai appris à être français. J'ai appris ces valeurs. Et donc, oui, je pense que la nation, ça doit être une idée de gauche, ça doit pas être une idée rabougrie, enfermée. Mais oui, la nation, la France, la patrie, c'est des choses qu'il faut apprendre, oui, de manière intelligente, évidemment. Vous réconcilier avec des idées de gauche, ça aurait pu être, par exemple, et de lire de votre livre, non pas d'aller dans le sens d'une révision de la loi de 1905, parce qu'il y a l'islam. Laissez-moi terminer. Mais laissez-moi finir. Et vous n'êtes pas le porte-parole des banlieues, s'il vous plaît. Mais je ne suis pas le porte-parole. Mais non, mais vous essayez de faire croire que vous avez envie de me rendre le porte-parole de quelqu'un. Je suis le porte-parole de personne, je vous parle à vous. De vous-même et des frères musulmans, c'est déjà pas mal. Ce que vous venez de dire, monsieur, il faudrait le vérifier. Je ne suis pas des frères musulmans. Et ce que vous venez de dire est un mensonge. Je suis de qui Allez demander aux frères musulmans si je suis leur porte-parole. Arrêtez de mentir. Deuxième élément. Non, je mens pas, monsieur Ramadan. Mais bon, ça, c'est une attaque facile. C'est une attaque facile. Je voudrais dire deux choses, monsieur. La première des choses, c'est que vous êtes pour revoir la loi de 1905 pour l'islam en particulier. Et je vous dis simplement une chose, les Français de confession musulmane n'ont pas besoin qu'on revoie la loi de 1905, ils aimeraient qu'on l'applique telle qu'elle a été écrite égalitairement. Deuxième élément, c'est que sur la question de la discrimination positive, je crois que la vraie idée d'un engagement sur le terrain avec ces Français qui sont discriminés aujourd'hui, c'est de mettre un terme à la discrimination négative. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Alors, votre idée de prendre une population, puis simplement dire, je n'ajoute pas préfet musulman, mais je regarde d'où il vient. Écoutez, vous avez préparé cette émission avec des arguments qui ne portent pas, pour moi, l'action positive, la discrimination positive. Vous êtes pour la discrimination positive. Une discrimination positive suppose qu'on reconnaisse une communauté. Vous me posez une question, je vous réponds. Je pense qu'une action positive, une discrimination positive, c'est sur des bases territoriales et sociales. C'est ce qu'on fait dans des lycées, dans ma circonscription, précisément pour aider
les jeunes dans les quartiers populaires. Ne m'apprenez pas les gens mon qui métier, viennent des banlieues, on on va leur donner la possibilité d'avoir accès. On va leur donner plus de moyens, plus de chances, plus de possibilités. C'est la différence avec Nicolas Sarkozy, c'est que vous dites qu'ils viennent des banlieues et lui il dit ils sont musulmans. On va leur donner plus de moyens, plus de possibilités pour s'en sortir. Oui, monsieur Ramadan, parce que c'est ce qu'ils attendent. Hein. Ils n'attendent pas vos discours généraux, ils attendent des actes et des réalités. D'accord. Non, moi simplement pour faire le lien sur la réflexion qu'on avait auparavant sur la colonisation et puis ce qui se passe dans les banlieues, je dirais simplement qu'il est vrai que la question coloniale a fait irruption dans les banlieues sous la forme de débats, de forums, de rencontres, de réseaux. Il y a énormément d'initiatives sur cette question-là, c'est évident. Et je dirais que quand moi je suis rentré en politique dans l'après 68, ça s'est fait largement sur l'antifascisme, sur la résistance, CRSSS, etc. Et il y avait effectivement beaucoup d'erreurs dans cette façon de concevoir ce rapport au passé. Mais il y avait une volonté politique d'entrée. Aujourd'hui, l'entrée en politique, pour des centaines de milliers de jeunes, qu'on le veuille ou non, à tort ou à raison, elle se fait sur cette question-là. Et on aurait tort de les mépriser ou de les insulter. Il faut prendre en compte ce qu'ils disent avec leurs mots, avec leurs références, dire en quoi ils se trompent et en quoi ils ont raison, expliquer et se battre pour effectivement dire qu'il y a deux France, une France qui émancipe et une France qui opprime, essayer effectivement de rentrer dans la complexité de l'histoire et puis sortir bien sûr de la litanie de la parole victimaire pour arriver à une égalité citoyenne. Je crois que ça c'est fondamental, sinon on aura un débat de retard. Parce que le débat, disons sur la mise en accusation perpétuelle est déjà un débat en retard. Il faut déjà avancer maintenant. Alors après ce débat, maintenant je crois qu'il est temps de demander la conclusion à Christian Kert, député UMP des Bouches-du-Rhône, rapporteur de la loi du 23 février 2005. Vous avez une grande responsabilité. Est-ce que vous persistez et vous signez toujours cette loi qui reconnaît les souffrances éprouvées, les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilées, ça c'est pour les harkis, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance des anciens départements et territoires? Non seulement c'est moi qui persiste et qui signe, mais c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, puisqu'il y a eu 3 lectures, 2 à l'Assemblée nationale, 1 au Sénat, que chaque fois ce texte a été voté, et je reconnais la sincérité de Manuel Valls, qui disait tout à l'heure que les socialistes ont été absents de ces 3 débats-là. Je crois qu'il serait difficile de revenir sur cette loi maintenant, parce que c'est une loi de reconnaissance de la nation. Deuxièmement, je crois qu'il serait difficile de revenir sur cette loi parce que pour les personnels civils et militaires qui ont servi outre-mer, pour les rapatriés, pour les harkis, auxquels on a enfin fait penser que la nation reconnaissait leur œuvre, ça me paraîtrait quasiment injurieux que de revenir maintenant sur une loi qui n'est pas un brouillon de loi, qui est une vraie loi, qui est entrée en exercice, et donc je pense qu'il serait difficile d'y revenir. Mon souhait, en revanche, pour conclure, ce serait que demain, cet article 4, il soit obsolète, qu'on n'en ait plus besoin. Vous voulez l'article 4 qui stipule que les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer. Eh bien cet article-là, faisons en sorte ensemble, grâce à la qualité du débat auquel on a assisté ce soir, et à la qualité du débat que finalement cette loi a lancé dans le pays, faisons en sorte que demain on n'ait plus besoin de cet article 4. C'est le souhait du rapporteur que je suis. Pascal Blanchard, vous n'avez pas l'air d'accord? Je suis pas d'accord, dans le sens où s'il y avait simplement un petit texte de loi qui restait à l'Assemblée, qui n'avait pas d'impact sur la nation, je dirais c'est très bien, monsieur le député, et grâce à vous, le débat existe en France. D'abord, on n'a pas attendu cette loi pour que le débat existe en France. Deuxièmement, derrière, il y a une posture de l'État qui vient d'être fixée. On construit des mémoriaux en France. Frêche a fait beaucoup fait parler de lui dans la presse dernièrement, à Marseille aussi. Demain, nos enfants iront dans des musées qui ressemblent à cette loi. C'est pas simplement un débat de parlementaires et de socialistes endormis au Parlement français pendant qu'une loi a été votée par la droite. C'est 2 ans de débat au Parlement. Allez sur le site de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que le PS n'a pas été brillant pendant 2 ans. Il s'est réveillé très tardivement. Ça fait 2 ans que nos députés parlent de quelle est la posture de la nation sur ce passé. C'est pas les banlieues qui ramènent la colonisation dans le débat. C'est les députés qui ont ramené la colonisation dans le débat. Et maintenant, les jeunes de banlieue, ils trouvent un lien aussi avec leur situation actuelle. Christian Kert. Écoutez, je suis presque d'accord avec M. Blanchard, sauf à reconnaître que c'était peut-être aux historiens, sur cette partie-là, de se réveiller également avant nous. On s'est réveillé, on travaille depuis quelques années, M. Kert, lisez nos livres. Et ça n'aurait pas rendu nécessaire cette position des parlementaires à laquelle nous tenons pour l'instant. Le mot de la fin, Max Gallo. Écoutez, moi je crois, je ne veux pas revenir sur la question de la loi, je crois qu'on a beaucoup dit, et tout a été dit presque. Je crois que le moment que nous vivons, en 2005 et jusqu'à 2007, est un moment tout à fait décisif. Je reviens sur mon idée de balkanisation à moyen terme, c'est-à-dire 10-15 ans, c'est-à-dire demain, le risque. Et je crois que cette élection présidentielle
est probablement plus importante encore que celle de 1981. Parce qu'en 1981, on pouvait imaginer que, après tout, c'était une question, on prolongeait, on était dans le décor classique de l'histoire nationale. Là, nous sommes réellement dans quelque chose de très profondément nouveau, avec ces Français qui viennent d'ailleurs qu'en Europe, qui affirment leur identité, leur volonté à la fois d'être français, et je crois que la responsabilité des élites politiques, moi j'emploie le terme élite, est tout à fait majeure, car la crise des banlieues n'est pas une crise des banlieues, c'est une crise de la France et de son projet. Merci, je rappelle le titre de vos livres, Max Gallo, Les Romains, le dernier Gallo, Spartacus, la révolte des esclaves, c'est une saga qui commence, c'est chez Fayard. Il y a d'autres sagas, il y a celle-là qui est beaucoup plus proche de notre émission, du thème de l'émission, l'Empire, à propos de la colonisation, et puis bien entendu, les Gallos sur Napoléon, c'est un classique, il y en a 4. Manuel Valls, vous publiez La laïcité en face, c'est un livre d'entretien chez Desclés de Brouwer. Alain Deloche, Comme un éléphant blanc, c'est un livre magnifique qui donne de l'espoir, qui fait du bien au cœur. Hein. Vous racontez votre vie, puis vous racontez surtout vos combats humanitaires. Enfin, c'est voilà, le livre d'un type bien. Hein. Chez Michel Lafon, Pierre Péan, Une grosse enquête. Qui est parti pour déclencher une grosse polémique. Noir, fureur, blanc, menteur, aux éditions Fayard. Benjamin Stora, le dernier Benjamin Stora, il y en a beaucoup évidemment, il y a la gangrène et l'oubli dont on parlait, qui est sorti en poche à la découverte, et puis il y a Les mots de la guerre d'Algérie qui vient de sortir aux presses universitaires du Mirail. Claude Ribes, Le crime de Napoléon, c'est aux éditions privées, c'est le livre là c'est le livre qui fait du bruit en ce moment, comme vous avez remarqué. Tarek Ramadan, Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, c'est sorti il y a quelques temps aux éditions Sinbad et Actes Sud. Et puis il y a aussi Faut-il faire taire Tarek Ramadan par Aziz Zemouri aux éditions de l'Archipel. Vous avez vu, hein, ça n'a pas fait taire, hein, ça n'a pas marché. Pascal Blanchard, La fracture coloniale, c'est un livre collectif aux éditions La Découverte. Et puis le travail de Christian Kert que j'ai là, c'est sa loi, la loi du 23 février 2005. C'est vous qui avez fait le plus court. Merci Christian Kert. Et puis pour prolonger le débat, un livre de Charles Sylvestre, notre collègue de l'Humanité, qui publie La torture aux aveux. Guerre d'Algérie, l'appel à la reconnaissance du crime d'État, il y a beaucoup de contributions, c'est très intéressant, c'est aux éditions Au diable Vauvert, par Charles Sylvestre. Place aux huiles, ça je le conseille ça, parce qu'on approche de Noël, c'est avec des dessins et des textes de Philippe Carrez, vous connaissez Philippe Carrez d'ailleurs, c'est un auteur de polar, il publie Les Veuves Gigognes, là c'est aux éditions du Fleuve Noir, c'est un Marseillais, si vous aimez Marseille, vous aimerez Carrez, et là c'est un ensemble de dessins et de textes, c'est très drôle, très amusant. Place aux huiles par Philippe Carrez aux éditions Les Cahiers du Sud. Les Cahiers comme un écaillé qui écaille les poissons. Et puis l'Algérie vue du ciel par Yann Arthus Bertrand, c'est aux éditions de La Martinière avec beaucoup de belles photos, une préface de Jean Daniel et puis des textes de l'historien Benjamin Stora ici présent. Je crois que j'ai cru sentir à son regard que ça intéressait beaucoup Max Gallo, à qui je l'offre. Et puis un des plus beaux livres du XXe siècle, j'ose le dire, Frère François par Julien Green. Ça sort dans une nouvelle édition, magnifique, aux éditions du Seuil. Alors, si vous offrez ça pour Noël, je vous assure, on vous dira merci. Frère François par Julien Green. Et puis c'est Noël, c'est champagne. Alors vous voulez en savoir plus sur le champagne, un beau livre d'Édouard Zarifian, c'est aux éditions Perrin, Bulle de champagne. Voilà, merci. Culture et Dépendance, l'émission qui empêche de dormir est finie. On se retrouve en 2006. Bonne fête et bonne année.